Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en soirée pour faire un live exceptionnel avec Jules et Jérôme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Un live qui s'appelle les jeux sur orbite. Alors faut vous m'expliquer pourquoi j'ai pas pu mettre les jeux dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que ce terme ? Déjà, il y a Orbite. Il y a Orbite. Oui, ça change un peu ça la j'avais chose. cru comprendre qu'il y avait une rime. Ça fait des vues. Oui. D'accord. Bon, on va parler des jeux dans l'espace, on est bien d'accord. Certes, mais pas de tous les jeux dans l'espace. Sinon, on aurait parlé de Twilight Imperium et on aurait fait 4 heures sur Twilight Imperium. Et donc, on va jouer des jeux moins bien que Twilight. On va parler des jeux moins bien que Twilight Imperium. Différents. Mais voilà. Mais pas tous les jeux dans l'espace. Dans des espaces confinés et en orbite, autour d'une planète, dans un vaisseau. Voilà, vous avez compris le thème de cette émission. Alors on enregistre en Twitch, comme d'habitude. C'est une vidéo qui sera reversée ensuite sur YouTube. Ces transitions sont vraiment... Alors oui, elle se s'est croirait en amusée. orbite. Elle nous a fait des transitions Star Wars juste pour le passage des deux vues. On ne sait pas si c'est une très bonne idée. On pense même que c'est pas une très bonne idée. Mais là encore 2-3 fois, Aline. Et dans 2-3 fois, tu pourras l'enlever et passer à une autre type de transition. Mais là, ça fait tellement Star Wars puisqu'on va parler de jeux dans l'espace. Mais pas Star Wars. Mais pas de Star Wars. Non. On a fait la dernière fois. C'est vrai, bah oui, je suis bête. Voilà. Si on fait pas deux fois de suite la même émission. En tout cas, vous avez ramené plein de jeux, il y en a plein qui sont tout autour de nous. Peut-être qu'il faudra se lever à un moment pour aller les chercher. C'est possible. Et comme la fois dernière, on va vous parler de plein de jeux, donc c'est l'occasion de sortir des jeux, de les dépoussiérer un petit peu, parce que parfois il y a un peu de poussière dessus. Un petit peu, des fois. De les montrer, de vous les faire partager. Mais aussi, il y aura du jeu de rôle à la fin de Oui, l'émission. à la fin, on parle toujours un peu de jeu de rôle. Ouais. Un peu. Donc, on parlera d'un jeu de rôle dans l'espace. Ouais. Je vous laisse deviner le titre. Et on parlera de quelques petites actus qui n'auront aucun rapport avec l'espace. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour la fin de cette émission. Voilà pour votre programme. On va suivre en même temps ce que vous nous dites sur le chat. Alors, les jeux dans l'espace, il y en a énormément. C'est même redevenu un thème à la mode avec... alors là, on est vraiment dans l'espace. On n'est pas sur d'autres planètes, hein, c'est ça ? On est en orbite. On est en orbite, Je ne ouais. sais pas comment te le dire autrement. Bon, non, pardon, j'ai pas retenu. On n'est pas sur les planètes. Mais c'est un thème, forcément, on va pas parler de tout. On va parler de ce qu'on a vu en se baladant dans nos ludothèques. Vous avez plein d'autres références. Vous allez nous les citer dans les commentaires. Et évidemment, on a oublié plein de choses, je pense. C'est le principe de ces émissions. Mais on a pensé à des jeux qui étaient comme des jeux confinés en orbite, mais pas en orbite. Donc on en parlera, mais sans en parler. D'accord, j'ai une super phrase. On commence par quoi ? La base. Ouais. Oui. La Un base, jeu c'est ça. que vous avez tous reconnu normalement. Oui. Oui, Bah oui, Martin. c'est Space Hulk. Mais oui, Space Hulk. Space Hulk. Moi Voilà. je dis Hulk, parce que ça me manque Hulk. Ouais. Alors on a plein de figurines qui sont posées, ça c'est un classique de... Il était disponible en France celui-ci quand on était gamin, on avait l'occasion de le découvrir, et ça a initié plein de monde à cet univers. On n'était pas sur une planète, donc on était dans un vaisseau spatial. Dans un Space Hulk. Dans un Avec des Space Hulk. portes qui s'ouvrent. Oui. On faisait Voilà. ça pour les ouvrir. Bon, on faisait plutôt ça. Ah ouais, Plutôt. attention ça Voilà. casse. Hein. Ouais, ma porte. Non, oui, c'est un jeu qui est sorti. Alors là, vous voyez la 3e édition. Il y avait toute une histoire avec un côté série limitée. Oui. Ça avait fait un gros drama à l'époque. Il y a une époque où il n'y avait pas encore beaucoup d'internet. Donc vous Il y a imaginez. eu une édition très récemment encore. La dernière, c'est 2014. C'est 2014, c'est la 4e édition. Déjà, j'ai l'impression Ouais, que c'était ouais, il y a bah, pas très très Mais longtemps. ils ont beaucoup communiqué autour. En fait, ils l'avaient sorti en édition limitée, la V3 et la V4 aussi d'ailleurs. Donc ça a un peu fait le buzz. Et regarde, il y a des tuiles de terrain embossées. Ouh. Ça, c'est chouette, c'était révolutionnaire à Alors, l'époque. question essentielle, est-ce que c'est mieux qu'HeroQuest dans les vieux jeux qui ressortent Ah oui, longtemps oui, après en plein, c'est nettement en mieux. plein de versions différentes? C'est Ouais. nettement Ça, mieux. ça avait un côté très asymétrique. Le premier Space Hulk, ça se joue à 2. Il y en a un qui va jouer une escouade. Là, on a mis plein de petits bonhommes rouges, mais en Ouais. général, il y en a beaucoup moins. Ils étaient par paquet de 5. Et puis, par contre, ils se promènent dans un Space Hulk et ils entendent du bruit. Ça rappelle un film, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des blips, il y a des blips, il y a des blips. Et de temps en temps, hop, il y a plein de Gene Stealer très très nombreux qui vont leur foncer dessus. Et le tout premier, moi j'avais joué 93, mes premières expériences. C'était vraiment sympa, puisqu'il y avait des hordes de Gene Stealer qui arrivaient dans les couloirs. Et nous, on était au bout du couloir, on tirait, on lançait plein de dés, on avait nos bolters qui s'enrayaient. Voilà. Et je me rappelle que dans la 2e édition, le tout premier scénar s'appelait Mission Suicide. C'est-à-dire, pour apprendre le jeu, on commençait par la Mission Suicide, parce que c'était toujours quand même assez dur pour les Marines, pour les Space Marines qui étaient en armure Terminator. Voilà. Donc ça Et forçait le respect. c'était volontairement déséquilibré. Hein. Le Marines avait peu de chances de gagner pour rester fidèle un peu à l'esprit du film. C'était pas une époque
où on faisait des jeux forcément équilibrés à tout prix. Oui. Donc il y avait des scénarios, on pouvait jouer en enchaînant les scénarios. Il y a eu plusieurs extensions de la première édition. Deathwing, l'extension Genestealer aussi, qui a apporté des hybrides, enfin plein d'autres personnages. C'est devenu... ça devenait un petit peu complexe, mais le jeu de base, il était pour l'époque assez streamliné quand même. On avait des règles fortes qui sont restées, je pense, dans l'inconscient ludique collectif. Et pour parler des jeux, pas en orbite, pas dans l'espace, mais qui rappellent un peu ces jeux, il y a un dérivé de dérivé, non, mais il y a quelque chose qui rappelle beaucoup Space Hulk, c'est Claustrophobia. De Croc dans sa première ou sa deuxième édition, et il y a vraiment une grande filiation parce que on va retrouver ce côté plein de petits troglodytes qui sortent des trous, qui sortent de partout, les humains qui sont vraiment en nombre très très limité, et chaque mission c'est un peu une gageure d'arriver au bout. Voilà. Dans les supermarchés on trouvait Space Crusade. Alors, moi je l'ai plus, mon Space Crusade, parce qu'il a brûlé dans l'incendie de ma maison. Donc, j'avais plus rien du tout du matériel que j'avais. C'était un souvenir d'enfance quand on allait dans les... Pardon, Aline ? Oui. Quand on allait dans les grandes surfaces, on trouvait du Space Crusade. On en trouvait, et c'est là que j'avais acheté le mien à l'époque. Mais c'était un rêve de gamin en fait. Il y avait tout le côté règles effectivement dans lequel il fallait s'immerger, mais c'est pas la première raison pour laquelle j'avais acheté le jeu. Ça c'était dans un second temps. D'abord on voulait avoir la belle boîte, l'illustration, le côté dans le supermarché on voit cette boîte, on se dit c'est forcément très très chouette ça. On voit que c'est pas le Monopoly. C'est obligé que c'est bien. Et ensuite seulement quand on avait commencé à regarder les petites figurines et à jouer avec, là on pouvait s'immerger dans l'aventure que ça nous propose. Avec un système de jeu qui est peut-être vieilli quand même. Alors oui, c'est un peu le pendant, c'est plus le pendant de HeroQuest, on en parlait avant. Donc là, il y a un joueur qui joue le méchant qui fait bouger les monstres, et chaque joueur a une petite escouade de Space Marine. Qui sont plus en armure Terminator, là ils sont un petit peu plus légers. Oui. Alors je termine mon anecdote, puisque du coup on a récupéré le jeu, et c'est Fabrice Morel qui l'a fait envoyer au chalet à un moment. Il avait entendu le fait que j'en parlais dans une des émissions. Et il l'a reconstitué, lui, en allant sur plein de vide-greniers. En trouvant un peu de matériel à droite, un peu de matériel à gauche. Il a retrouvé tout ce qu'il fallait pour en faire une boîte. Il nous l'a envoyé. Donc encore un grand merci à lui. Blackstone Fortress, oui. Alors vous voyez, c'est Warhammer Quest. Donc Warhammer Quest, ça découle du successeur d'HeroQuest, qui s'est appelé Warhammer Quest dans les années, début des années 2000. Et ils l'ont décliné en sauce Warhammer 40 000, qui est le futur sombre de l'univers Games Workshop. Et ils ont sorti donc Warhammer Quest Blackstone Fortress, et ça c'est sorti peut-être il y a 3 ans. Et on est dans un peu c'est un peu la même histoire, c'est du dungeon crawler mais dans l'espace, en orbite. Encore sur l'univers Warhammer. Donc vraiment... Toujours dans le même univers, et les figurines sont compatibles. Par exemple, les figurines. Moi, je veux savoir quel est le meilleur jeu après, parce que là, on montre plein de trucs avec un côté collectionneur, mais il y a aussi des gens qui regardent qui se disent tiens, j'en ai pas. On l'a dit tout à l'heure. On a dit que pour l'instant, c'était Space Hulk. Le plus pur, le plus. Voilà. Celui-là, il est plutôt sympa. Il y a un gameplay qui est assez intéressant. On va lancer plein de dés, on va devoir les affecter à nos personnages. Le seul problème, c'est que c'est un peu répétitif. La campagne est un peu répétitive. Ils promettent un peu une campagne avec des révélations qui vont se faire au fur et à mesure, mais ça marche pas trop. C'est plus répétitif qu'une chanson de Jodassin ? Joker. J'ai senti que tu voulais répondre quand même. J'ai eu un blanc. Mais laquelle ? Siffler sur la colline. Zai, 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 c'est un peu répétitif. C'est un peu répétitif, ouais. Alors vous voyez, Games Workshop a un peu amélioré son ergonomie. Il y a des fiches pour les personnages. Il y a une vue déportée, on en profite. Il y a des dés spéciaux. On a un peu l'impression qu'ils imitent FFG. Par contre, ce qui est sympa, c'est que là, on joue pas un squad de Marines un petit peu tous identiques, sauf le patron et puis celui qui a une arme lourde. Mais là, ça fait vraiment l'agence Touriste. C'est des espèces de rock traders, des espèces de truands. Oui. Et il y a un gars avec une moustache et un monocle, il a la classe. Il y a un espèce de robot, il y a des petits snotlings, etc. Ça fait vraiment chouette. Les figurines sont très belles. Mais tu dis le gameplay. Le gameplay est sympa. Non, mais c'est sympa. Une ou deux parties comme ça, c'est sympa. L'ambiance est chouette, mais c'est le côté campagne qui est pas très réussi en tout cas. On peut faire une fois 1000 par. Non, on peut pas faire 1000 fois. Voilà. Donc
c'est bien, mais on peut aussi l'acheter. Pas, quoi. Si, l'acheter, mais ne serait-ce que pour le plaisir de peindre et de monter ces magnifiques figurines. Ah, mais ça, c'est un truc que moi, j'ai pas trop encore. Mais comme mon métier, c'est dessinateur, déjà, je peins des trucs magnifiques pour mon plaisir personnel. Après, c'est rare que le soir, je me dis, tiens, je vais peindre autre chose. Voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Games Workshop, leur produit phare, c'est Warhammer 40 000, un jeu de figurines et de batailles épiques, etc. Donc, toutes les figurines qu'ils vont faire sont compatibles avec leur gros jeu. Donc ils en vendent. Et je suis persuadé que la moitié des gens qui ont acheté Blackstone Fortress l'ont acheté pour les figurines. Pour les peindre, pour améliorer leurs armées, etc. Ah oui, moi je ne suis pas du tout médisant, c'est pas ce que je dis, mais je comprends tout à fait ce plaisir-là. En plus, c'est des techniques de peinture, elles sont... Je regarde ça, des fois ça m'arrive, parce qu'il y a pas mal de chaînes Twitch maintenant où on voit des gens qui s'amusent à peindre, et c'est vrai que c'est assez fascinant. C'est chouette. Enfin, en tout cas, c'est très populaire. Warhammer 40 000 est très populaire. Et justement, vous m'avez préparé la transition pour le jeu suivant. De quoi s'agit-il ? J'ai rien préparé, mais tu le savais. On peut peindre, c'est ça ? Non, mais alors là, il y a de la grosse boîte. Là, c'est fini de rigoler. Je veux des figurines qui vont voler en même temps pendant cette émission. Alors, donc, je vais présenter un jeu comme ça. Ça fait gling-gling. Donc ça, c'est une des dernières itérations de Kill Team. Alors, vous voyez, là, on a le logo Warhammer 40 000. C'est vrai. Voilà. Et donc ça, c'est du jeu d'escarmouche avec les mêmes figurines que vous avez vues, mais chacun a son équipe d'une dizaine et on se fout sur la gueule. Et c'est un peu le thème de tous ces jeux-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a rarement des jeux bucoliques en orbite. Oui, c'est pas. Mais tu vois que là, ils sont dans les vaisseaux, ils sont en orbite. Voilà. On est pas mal là. Oui, là, on voit le vaisseau spatial. Et alors, Kill Team est sorti, il y a eu plein de versions de Kill Team, mais globalement, la dernière, en 2021, ils ont refondu le jeu, ils l'ont simplifié pour le rendre plus accessible, à mon avis. Et en 2022, en automne, ils ont sorti une version... Alors, ils ont mis dans le noir, moi j'aurais mis en orbite, mais... Il n'y a aucun rapport. Il est donc correct. Voilà. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Wow. Alors là, c'est la boîte un peu... J'ai pas trop encore bossé dessus. Mais là, on sent bien qu'on est en orbite. Et là, ils sont beaux, ces sas. Et là, on peut se faire son Space Hulk. On peut se faire son Space Hulk en 3D. Et là, c'est pas sans sas. Hein. Merci. Non, mais c'est un métier. Ah bah écoute, j'ai rien à dire, je dis des trucs comme ça. Exceptionnel, voilà. Waouh! Et là, tu peux mélanger différents jeux. Hein. À un moment, tu peux avoir une figurine Playmobil qui arrive de Space Crusade. Exactement. Et non, mais tu peux, voilà. Là, on se fait son décor et on est dans un Space Hulk. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Space Hulk, c'est des vaisseaux en orbite, mais qui ont rencontré d'autres vaisseaux et qui s'agglomèrent comme ça. Et ça fait des espèces de vaisseaux monstrueux avec plein de corridors et de sas, etc. Ouais. Et donc maintenant, on a possibilité de jouer à un vrai jeu de figurines. C'est vraiment détaillé. Non, c'est vraiment chouette. Hein, le matos, c'est très sympa. Games Workshop, on peut dire que c'est cher. On peut dire qu'ils sortent une grosse boîte tous les ans avec pas beaucoup de remises à jour. Mais par contre, on peut pas dire qu'ils font pas bien les figurines. C'est ceux qui savent faire les plus belles figurines actuellement. C'est évident. C'est évident. Voilà, Martin joue. Mais non, mais il faut imaginer que c'est un monstre. En orbite. Et du coup, le thème est tellement porteur des bagarres confinées dans l'espace qu'ils ont utilisé ce décor-là pour un jeu d'escarmouche, pour le mettre à plus grande échelle et en faire une variante pour Warhammer 40 000. Voilà, donc ils ont défini un nouveau mode de jeu qui s'appelle Board in Action. Je vais pas l'enlever, moi. Et donc, remets-le dans la boîte. Et donc, du coup, ils ont profité pour mettre tout Warhammer 40 000 compatible avec des décors comme ça, avec des petites règles pour faire du jeu un petit peu confiné, mais à plus grande échelle. Il n'y a pas eu de film sur Warhammer 40 000 ? Parce que c'est un univers, il y a tellement de déclinaisons, il y a des jeux vidéo, il y a pas mal de choses. Alors, il y a eu un truc un peu fan-made, mais surtout, là, il y a Henry Cavill qui a annoncé, alors on ne sait pas si c'est du poulet ou du cochon, mais il a annoncé qu'il était très intéressé par un projet. Et vu qu'il s'est quand même retiré du DC Universe, il fera plus Superman. Mais il ferait un très bon Space Marine, peut-être. Ouais, donc... voilà, on ne sait pas.
On ne sait pas. Il y a eu des news, des contre-news, on ne sait pas. Tout le monde est persuadé que ça va se faire parce qu'on a très envie que ça se fasse. Mais puis c'est Henry Cavill et régulièrement il y a des vidéos où tu le vois aller dans un magasin Games Workshop choisir ses figurines. Pendant le confinement, il mettait des petites vidéos où lui il peignait ses Space Marines. Donc voilà. Et puis c'est un bon thème pour le confinement puisqu'on est confiné. Oui, voilà. Non, mais on a pensé à tout. Et dernière petite info, on va passer rapidement, mais il y a la V10 de Warhammer 40 000 qui sort très très prochainement. Donc c'est un peu l'occasion pour les nouveaux de s'y mettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des diversions ? Oui, j'imagine des milliers de personnes en fait. Oui, je pense des milliers de personnes. Cher, en France, on a connu Warhammer 40 000 par la V2. La V2, la V1 était uniquement des bouquins anglais. Voilà, c'était Rogue Trader, la V1, et c'était plus confidentiel. Mais la V2, oui. Et je pense qu'il y a des gens qui ont joué toutes les versions. Mais ils sont un peu spécialistes. Tous les 3 ans, ils en refont une autre. Ils rechangent une bonne partie des profils des figurines, etc. Mais là, on est très impatient d'avoir la 10e édition. Et c'est un peu l'occasion pour les nouveaux de s'y mettre. Et puis, vous aurez la joie de voir des nouveaux Terminator avec un travail de remise à l'échelle. Parce qu'au fur et à mesure des années, les figurines grandissent. Et c'est le jeu d'escarmouche qui domine toujours maintenant. Alors c'est pas d'escarmouche. D'escarmouche, en fait, souvent quand on dit escarmouche, c'est chacun va avoir une dizaine de figurines. Mais donc c'est pas le bon terme. Mais par contre, je suis pas spécialiste. C'est de la bagarre, c'est des grosses batailles. Chacun a son armée. Donc en fait, si t'arrives avec 10 figurines, les gens ils veulent même pas jouer avec toi. Parce que je me souviens qu'il y a une douzaine d'années, ça jouait beaucoup à War Machine dans le club auquel on participait. Et War Machine, ça existe toujours, ça fonctionne toujours. Un peu, il y a des nouvelles armées qui sortent, mais ça n'a jamais réussi à concurrencer Warhammer 40 000, ça reste le leader. Celui qui arrive le mieux à le concurrencer, je pense que c'est Légion. C'est Légion, mais bon. Voilà. Qui est loin du niveau de Warhammer 40 000. Mais la passerelle entre Warhammer 40 000 et Légion se fait assez facilement. Il y a beaucoup de joueurs de Warhammer 40 000 qui viennent voir Légion. Des fois, ils y restent. Des fois, ils y retournent après. Mais c'est assez facile parce que tu vas retrouver le même genre de choses. Voilà, tu vas avoir une quarantaine de figurines. Mais là où Games Workshop est très fort, c'est dans la qualité c'est pas dans les règles, c'est dans la qualité des figurines, et c'est dans déployer leur univers par plein de médias différents. Il y a des romans qui cartonnent depuis des années. Ce qui paraît, il y aura peut-être un film. Ils avaient vendu leur licence à FFG pendant longtemps, donc ils ont sorti plein de jeux thématisés 40 000. Ils ont fait des BD récemment. Enfin voilà. Ils arrivent et ils ont un univers qui est passionnant. Enfin, c'est un univers très particulier et qui a une touche très originale. Oui. Voilà. Il n'y en a pas 36 000, dit comme ça. On va passer au jeu suivant. Okay. Mais du coup, tu n'avais pas un jeu de cartes alors le Death Angel. C'est pas du tout le même type de jeu, là, pour le coup. Non, mais on va passer tout ce qu'on a en univers Warhammer 40 000. Et puis voilà. Voilà, donc ce petit jeu-là, un jeu de Konietzka, donc très connu chez FFG à l'époque. Edge avait traduit. Voilà. Et c'est Space Hulk. En carte. Et c'est un jeu qui peut se jouer à plusieurs et qui est très bien en solo aussi. Moi, j'avais joué à celui-ci. Voilà. Et il est très abstrait. Il a été assez... Désolé. Non, mais pas de souci. On entend une qui parle, mais on ne comprend pas. Oui. Ah ouais. Et il a un peu déstabilisé les gens parce que c'est pas des figurines, c'est des cartes, etc. Et on représente nos 5 Space Marines dans une ligne, etc. Et c'est les monstres qui se déplacent en périphérie de ça en fonction des lieux. En tout cas, c'est un jeu qui marche très très bien et ça fait partie de ces premiers jeux de chez FFG où ils ont commencé à penser une IA qui soit un peu... intelligente, ça se dit pas, mais qui soit assez performante. Voilà. Alors, ça tombe très bien parce que là, on enregistre en live sur Twitch et directement, on a un raid, donc une autre chaîne qui vient de se connecter et c'est exactement des joueurs du même type de jeu, puisqu'il s'agit de Blue Orange. On va passer un petit coucou, vous arrivez dans un univers très proche des jeux qui sortent chez Blue Orange. On était sur Warhammer 40 000. Voilà. Vivement que vous achetiez la licence et que vous fassiez plein de jeux. Après, c'est des univers différents, mais on sait que les joueurs ils jouent un peu à tout, de toute manière. Non, voilà. Donc ça, c'est un jeu et qui reste populaire chez les joueurs de jeux de solo. Oui, pardon, Aline, je comprends pas ce que tu dis. Je ne trouve pas certaines slides sur
Bon. D'accord, bah écoute. C'est pas grave si tu l'as pas, tu l'as Ouais. pas grave. Mais de toute façon, On a préparé des des titres, montage, mais, on remettra ouais. bien. Oui. Mais ouais, jeu très agréable, assez difficile. On a fini L'arc tout l'univers Warhammer 40 000, parce que là, ça en fait quand même pas mal. 4-5. On parle de quoi maintenant? Alors, comme vous voulez. Est-ce qu'on parle d'Alien un petit peu? C'est un petit peu le xénomorphe au milieu du salon, là. Alors moi, je suis pas très spécialiste de Warhammer 40 000, vous l'avez compris, quand j'ai commencé à regarder ça, souvent je regarde les tables, j'ai beaucoup de plaisir, je regarde un peu comment les gens s'amusent, quels sont les jeux, mais j'ai jamais eu moi ma propre armée, j'ai jamais peint les figurines, c'est tout un univers dans lequel je ne me suis pas jeté, parce que forcément, on a compris que c'était un petit peu chronophage, alors indépendamment du budget, c'est surtout le temps que ça coûte qui est impressionnant, et donc on ne peut pas tout faire, tout simplement. Par contre, Alien... Je suis pas non plus très spécialiste dans les jeux, mais je suis beaucoup plus spécialiste dans les films. Là, je les connais bien. Parce qu'en fait, là, quand on voit, quand on a parlé de Space Hulk, Warhammer 40 000, de Space Hulk qui sort 10 ans après Alien, et c'est clair qu'il y a une inspiration. Oui. Voilà. Donc la base, c'est quand même le film de Ridley Scott. Et puis donc, je vois un jeu Alien là, je sais pas si tu peux le prendre. On va commencer, donc ça c'est un des tout derniers jeux qui est paru, c'est celui qui est paru chez Ravensburger, Alien, le destin du Nostromo. Ça rappelle un film un peu. C'est pas le plus emblématique forcément des jeux, mais Ravensburger fait des jeux à licence, donc ça c'est un des derniers en date. Celui-ci, moi, j'y ai pas joué encore. Donc je l'ai vu en démo. Je l'ai vu en démo à Cannes. C'est très familial. Oui. En fait, tous les jeux qu'ils ont fait dans cette gamme de jeux adaptés de films, en général, sont très accessibles. Ils ont fait Jurassic Park, ils ont fait Les Dents de la Mer, qui sont très dispensables pour ces deux-là. Franchement, même ils sont pas très bien. Je les conseille pas du tout. Celui-ci, je le connais pas, mais forcément, c'est pas le premier vers lequel j'ai couru. Non, mais même si le jeu n'est pas forcément très bon, parce que nous, on a quand même des exigences assez fortes, je pense qu'une famille peut découvrir un peu un jeu coopératif où on a un petit peu peur, même s'il peut y avoir des phénomènes d'alpha player. Ça fait peur un peu. Il y a un chat. Voilà. Et j'ai lu les règles, c'est très simple. Chaque personnage a des points d'action, peut se déplacer, va trouver des choses par terre, essayer de les balancer dans la gueule de l'alien, et l'alien il arrive on ne sait d'où par les conduits, etc. Je peux le mettre là? C'est les personnages, là c'est vraiment la licence qui permet d'avoir le nom des personnages, etc. Voilà. On les reconnaît. Bah oui. Voilà, on peut jouer avec les différents personnages. Alors on voit que c'est des dessins ou c'est des photos. C'est un peu entre les deux, on va dire. Je pense que ça a été retravaillé via Photoshop. Je vais regarder de plus près. Oh, on est sur du dessin quand même. C'est toi le spécialiste. Oui, spécialiste. Oui. Voilà, donc ça nous permet de nous immerger dans l'univers d'Alien avec des règles simples. Tu l'as dit, par point d'action. C'était le cas dans Jurassic Park aussi. Quand on a des systèmes à point d'action, c'est un petit peu vieillot comme mécanique, mais c'est pas forcément un mauvais jeu. On n'y a pas joué, donc on va pas vous laisser d'avis sur ce jeu-là en particulier. Par contre, on a un autre jeu Alien, estampillé Alien. Pas vraiment Alien, non? Si, Nemesis dont on va parler? Pas du tout. Non, vraiment Alien. Voilà. Ah oui, t'as pas lu ton briefing? Pardon, le Legendary Encounters. Oui. Donc là, il est en D28. On est sur du deck building. Du deck building un peu expert quand même, parce que pour se mettre dans les règles, j'ai quelques souvenirs que je me suis arraché les cheveux à un moment pour bien comprendre ce qu'ils entendaient par là, et peut-être que je ne l'ai pas sorti depuis un moment. Si vous voyez de la poussière dessus, tiens, je vais dessiner une orbite. Ah là, voilà, avec la petite planète là qui est juste au-dessus. Bien vu. Merci. Donc Legendary Encounters, il y en a eu quelques-uns des jeux dans cette catégorie. Alors Legendary, il y en a eu tout un saut. Le premier, c'était un Legendary Marvel, où c'était du deck building, qui était un petit peu surprenant parce que on était ensemble pour taper les vilains, mais en fait, il y en avait qu'un qui gagnait. C'est celui qui avait mis qui avait réussi à faire le plus de points. Donc c'était un petit peu particulier. Bon, j'en ai acheté des sauts et des sauts, plein d'extensions, plein de boîtes. C'est très lourd. Pas aimé moi Marvel. Ben voilà. Et après, ça c'est le premier qui a été un petit peu un petit peu scénarisé. C'est-à-dire que là, on avait vraiment des rôles, il se passait des trucs, on vivait une aventure. Ils en ont fait plein d'autres. Moi, j'ai aussi celui de Firefly. La série science-fiction. L'excellente série. Oui, j'avais imprimé les séparateurs pour pouvoir retrouver mes decks plus facilement. Après, une fois que j'ai tout imprimé, j'ai arrêté d'y jouer. C'est souvent le cas. J'ai joué avant. Mais c'était du deck building et on revivait vraiment les aventures de. Et c'était les débuts du néoprène aussi. C'était les débuds du néoprène. À l'époque, ça nous impressionnait. C'était complètement nouveau et c'était très dur. Si ma mémoire est bonne, c'est que j'ai fait plein de parties et j'avais du mal à gagner. C'est un jeu dans lequel on est en coop, donc on joue tous ensemble, mais on est dans Alien. Bon, qu'est-ce qui peut se passer dans Alien? On peut se faire attaquer et on peut
on peut devenir alien, ou en tout cas avoir une bestiole dans le ventre. C'est dans celui-ci qu'il fallait vérifier ou non? C'est que dans Nemesis. C'est dans Nemesis. Ouais, là, on ne vérifie pas. Il n'y avait pas un système de deck. Non, après, je mélange les deux systèmes. Non, mais en tout cas, on mourrait bien. Oui, on mourrait bien et on mourrait souvent, puisqu'on recommençait toujours la mission 1 parce qu'on avait du mal à la gagner. Et je crois il y avait des scénarios qui émulaient l'épisode 2. Ouais, il y avait différents films. Mais c'est vrai qu'on y a beaucoup joué à celui-là à une époque. Et les Legendary, ils en ont fait plein. Alors moi, j'ai pas suivi après. J'ai juste le Marvel et puis le Firefly. Mais si vous regardez, n'importe quelle licence, vous pouvez être sûr qu'il y a un Legendary. Et souvent avec des séries aussi où on se dit tiens, c'est bizarre. Il y a eu un Buffy, c'est ça? Il y a eu un Buffy, mais il y a eu du Bruce Lee. Du Bruce Lee. Je crois qu'il y a eu tout et n'importe quoi. Vraiment beaucoup de choses. Voilà. Firefly, on le dit. Ouais, Firefly, je l'ai. J'ai fait toute la campagne et j'étais très content. Okay. Et tu as rejoué récemment Non, parce que pour tout vous dire, en fait, maintenant que j'ai Marvel Champions de chez FFG, en fait, je préfère les mécaniques de Marvel Champions à celles de Legendary. Legendary, en fait, t'as du mal à t'identifier à un personnage parce que tu prends des decks de différents persos. Donc c'est un peu, c'est un peu moins bien. Mais voilà. Celui-ci, si on aime l'ambiance alien, c'est clair que. On retrouve, c'est des jeux qui sont un petit peu datés maintenant. Je suis pas sûr que vous le trouverez en boutique ou alors d'occasion. Parce que là, on est vraiment, vous l'avez vu à la poussière, des jeux qu'on sort du grenier et qu'on ressort et dont on vous parle. On se souvient des parties qu'on a faites. On parle du gros morceau, puisque Martin, on a déjà parlé. On est sur Alien, donc on va continuer avec Nemesis. Donc Nemesis, c'est un jeu qui n'est pas sous licence Alien, ils ne l'ont pas obtenu. C'est pas si grave, parce que nous, on sait bien que c'est Alien. On sait bien qu'on est dans un vaisseau spatial, qu'il ne faut pas trop faire de bruit dans les couloirs, qu'on a notre petit radar avec bip, 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 qui nous indique s'il y a une créature pas trop loin. Et on sait que si on reste tous bien unis, on arrivera à s'en sortir. C'est ça. Et c'est un jeu aussi où il y a ce même système, c'est pour ça que je confonds les deux, il y a ce même système on commence a priori unis, mais déjà on peut avoir des missions qui sont différentes et qui peut-être ne correspondent pas aux autres joueurs, parce que c'est le cas dans le film. Dans le film, on a des robots, on a des androïdes dont la mission n'est pas forcément très coopérative, on va dire. Je vous dis pas tout si vous n'avez pas vu le film. Et dans ce jeu-là, peut-être qu'il va falloir tuer un de nos partenaires de jeu, soi-disant peut-être qu'on est traître, ça peut arriver selon les modes de jeu, parce qu'il est très très modulable. Oui, il y a beaucoup de modules. Dans la version de base, on est à bord du vaisseau du Nemesis, sous-entendu, on n'a pas eu les droits pour le Nostromo. Voilà, on se réveille ici, vous voyez que c'est l'hibernatorium, on se réveille, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, il y a José, le cuisinier, il est mort, il y a un cadavre, et à ce moment-là, on réveille tout l'équipage, et on ne sait pas ce qui s'est passé, et il faut enquêter. Et on va avoir des missions qui vont être plus ou moins coopératives, genre revenir sur Terre et détruire le nid, ça c'est coop. Par contre, tuer le joueur 2, c'est moins coop. Le joueur 2, il va pas être d'accord. Voilà. Peut-être que le joueur 2, c'est un traître. Et auquel cas, on a bien raison de le tuer. Et ce qui est très sympa, c'est que chacun a son rôle. C'est-à-dire, il va y avoir le pilote, il va y avoir le capitaine, il va y avoir le mécano, va y avoir le marines, le scientifique. Et chacun va avoir un deck de cartes avec des actions qui vont lui être propres ou alors partagées ou alors qu'il va faire un petit peu mieux que les autres. Et il y a tout un système d'exploration du Nemesis, du vaisseau, retrouver des salles, faire les actions des salles. Et au bout d'un moment, faut pas se mentir, va y avoir des bêtes qui vont arriver. Alors ils n'avaient pas le droit de dire alien, ils n'avaient pas les droits, donc ce sont des intruders. Et ils ont dû réinventer des nouvelles formes, parce qu'on ne peut pas recopier exactement la forme d'alien, ça serait vu un petit peu, mais quand même, vous allez voir que on est vite immergé dans l'ambiance. Alors, il y en a différentes tailles, on a plein de figurines différentes. Je ne sais pas si on les met là. On va les mettre là. Il y en a des tout petits qui peuvent vous sauter à la tête et pondre dedans vous, mais ils n'avaient pas les droits pour dire que c'était un facehugger. Voilà. Ensuite, vous en avez qui rampent, qui sont un petit peu plus gros, mais on peut quand même les buter assez facilement. Ouais, ça va. En général, vous avez les adultes, c'est la base. On est quand même très proche, vous voyez, on a vraiment l'impression d'être dans l'univers d'Alien. Et puis il y a une reine. Voilà. Comme de par hasard, une reine, et là c'est pareil, c'est pas Alien, mais on a bien compris avec quel univers on était en train de jouer également. Voilà. Je la présente à l'envers, je présente tout à l'envers, parce qu'on a mis la caméra à l'envers. Voilà.
Et c'est un jeu qui est assez difficile parce qu'on a notre objectif à faire, et une fois qu'on a fait notre objectif, il faut réussir soit à s'évader du Némésis, soit à se rendormir dans l'hibernatorium, et c'est assez compliqué. Et le fait que le jeu soit pas totalement coopératif, ça le rend très difficile, mais chaque partie, c'est une histoire, il y a du drama, on raconte des trucs, on gueule beaucoup, on crie après les autres, on dit jamais j'oublierai ça, t'es un traître, je te déshérite si vous jouez avec vos enfants, et ça fait plein d'histoires. Et il y a une très bonne rejouabilité parce que les salles sont mises au hasard en fait, et toutes les salles ne sont pas mises. Ouais. Donc d'une partie à l'autre, on va pas forcément pouvoir faire les mêmes choses, on va pas trouver les mêmes objets. Et c'est très rejouable parce qu'ils ont créé plusieurs sortes d'aliens. Donc il y a ceux de base, ils arrivent, ils tapent. De temps en temps, on ressort les autres boîtes parce qu'on a reçu plein depuis, on a plein de boîtes au chalet, avec à chaque fois, elles sont un peu onéreuses, on ne vous cache pas, mais à chaque fois des nouveaux aliens, des nouvelles façons de jouer. Ils ont sorti aussi une autre sorte d'alien qui, en fait, ça va pas être tant une opposition physique que ça va jouer sur notre cerveau, sur la paranoïa. Donc en fait, c'est pas trop des monstres qui vont nous charcuter, mais les joueurs vont commencer à devenir fou, à avoir des illusions, et il y a plein d'actions particulières qui fait que tu tires sur tes copains, tu mets le feu aux salles, ou tu vides toutes les munitions, tu brûles la nourriture, donc c'est très insidieux, c'est assez différent. Ils ont fait des carnomorphes qui eux sont vraiment des gros bourrins, c'est le côté boucher charcutier du Nostromo, où là pareil, quand ils vont nous mordre, on va muter, on va développer des nouveaux pouvoirs, mais on va avoir plus de chances de s'infecter. Et ils ont aussi sorti une extension qui s'appelle Aftermath, qui vient rajouter des nouveaux personnages jouables dans une partie de Némésis, et aussi qui se joue après, c'est-à-dire qu'on a un autre vaisseau qui va venir se coller, et en fait c'est des gens qui viennent enquêter, savoir ce qui se passe, et on a une partie qui dure la moitié du temps et qui se joue après une partie normale. Ils ont récolté des indices. Alors à faire dans la soirée, c'est assez long parce qu'une partie de Némésis c'est bien 3h, 3h30, et se rajouter après 1h30 avec des règles un petit peu différentes, faut être motivé. Je l'ai fait une fois, c'est une belle histoire, mais après c'est compliqué. Et ils avaient également sorti des parties totalement coopératives avec ça s'appelle les Untold Stories, donc avec une partie une petite campagne coopérative avec des scénarios et un bouquin avec des comics dedans, et pareil qui se joue. C'est assez sympa, mais en fait c'était un stretch goal, c'était un petit peu on vous met ça, c'est la cerise sur le cajot, mais il y a plein de règles un peu spéciales, donc faut vraiment toute la fac de BGG existante. Le sel du jeu, ça reste quand même ce semi-coopératif où on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Voilà. Et donc ils avaient après ce Némésis et donc l'extension Aftermath qui rajoutait des nouvelles salles, des nouveaux persos, de ça, ils ont sorti un deuxième opus qui s'appelle Lockdown. On n'est plus en orbite, mais on est dans le même jeu, donc on va en parler quand même. Ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé, en version française en tout cas. Si je me trompe pas, parce que je confonds. Il y a quand même beaucoup de boîtes maintenant, je sais plus à combien on en est. Tu as tout, toi, Gilles ? J'ai tout ce qui est sorti actuellement. T'as le chat aussi ? Oui. Oui, non, mais c'est bon. Parce qu'il y a une boîte qui est sortie avec juste le petit chat, qui n'est pas la boîte la plus indispensable de tout ce qu'il y a dans le Némésis, mais bon, un petit chat quand même. Oui, mais moi je l'ai. Dans la version KS, tu l'avais, c'était un stretch goal. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc en fait, Némésis Lockdown, alors c'était assez bizarre parce qu'ils avaient annoncé ce jeu un 1er avril pendant le confinement. C'est malin, mais du coup, on savait pas exactement ce qu'il en était. Donc, dans Lockdown, on prend la suite et on imagine une des destinations possibles du Némésis, c'est d'aller sur Mars. Donc là, on joue sur Mars. Il y a une base qui a récupéré le Némésis, qui se trouvait dedans. Et en fait, les joueurs vont être répartis en 2 équipes. C'est toujours aussi coop, mais pas trop. Mais en fait, il va y avoir ceux qui travaillent dans la base, qui vont être armés, qui vont vaquer à leurs occupations, et ceux en fait qui sont les survivants du Némésis, qui commencent dans une salle de quarantaine au sous-sol, sans armes. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même très très sympa puisque ils les ont récupérés. Vous imaginez, c'est comme on voit dans les films. Mais vous savez pas, moi j'y étais, je sais ce qu'ils ont. Ça va commencer pareil. Au début, on va croire que c'est le chat, puis en fait non, vous allez tous vous faire buter un par un. Laissez-moi sortir. Ça arrive des parties où ils sont pas infectés. Non. Parce que du coup, on s'ennuie un peu quand même autour de la table. Non, mais donc il va se passer ça, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont amené des niveaux de connaissance des aliens. Et ceux qui commencent sans armes, en fait, ils ont un plus grand niveau de connaissance des aliens, et donc il va avoir des bonus pour leur taper dessus. Et ça, c'est un truc assez sympa. Et ce qui rajoute par rapport au Némésis de base, c'est que la fin de l'histoire,
en fait, la corpo va décider ce qu'ils viennent faire. La corpo qui gère la base décide de ce qu'ils vont faire. Et ils vont décider soit de buter tout le monde, soit de dire non, c'est bon, tout va bien, soit de buter tout le monde, sauf ceux qui ont lancé un appel, etc. D'accord. Et en fait, chacun connaît ce que la corpo ne décidera ne pas. fait pas. Parce qu'en fait, il y a un jeton qui est mis là. C'est ce que fait la corpo à la fin. Chacun a un jeton et il y a les jetons supplémentaires qui sont là que tu peux aller lire en allant dans les archives. Donc en fait, si tu communiques beaucoup et que tu joues à fond coop, tu peux savoir ce que c'est. Mais ça se passe jamais. Voilà. Et c'est très sympa. Il y a un système de gestion de l'électricité, c'est-à-dire que tu auras des bonus quand c'est allumé. Et donc il faut maintenir l'électricité dans certains étages. Et en plus, ça enlève tous les bruits à la fin du tour dans les zones éclairées. Et puis il y a un ascenseur qui permet de se déplacer rapidement. Enfin, c'est très très bien. Et il ramène 2 nouveaux types d'aliens. Donc on en a 5 en tout. Et chaque fois, il y a les petits trucs pour jouer les aliens du Nemesis dans Lockdown, les aliens de Lockdown dans Nemesis, les persos de Nemesis là-dedans, etc. Bon, après, il faut faire Bac+2 pour réussir à remettre toutes les règles entre elles. C'est surtout, il faut savoir le matos. Il faut le ranger de manière intelligente. Mais ça, c'est le propre de tous les jeux de Awaken Realms. Je pense à The Great Wall ou pareil Tinted Grail. Il y a tellement d'options possibles que faut passer une après-midi à tout ranger. Le secret, c'est de jouer avec Jube, comme ça il faut toutes les... Le problème, c'est que j'ai les boîtes aussi. Donc moi, je reste mes boîtes sous cello en général, et puis je joue avec Jube. Et ils ont annoncé dans leur programme parce qu'ils sortent 3 grosses campagnes cette année à Awaken Realms. La dernière, donc mettez des sous de côté pour Noël, ce sera le 3e opus de Nemesis, et là, on jouera les Marines, donc ce sera un petit peu le Aliens de Cameron, où on y va avec des gros bras, avec des sulfateuses, et puis là maintenant on va faire la chasse aux monstres pour de vrai, parce que dans les 2 premiers opus, quand on voit des monstres, on se cache. Alors sur le chat, on nous dit à quel moment on peut jouer à tout. Si vous êtes Jube, il arrive à jouer à tout, et plein de fois. Tu m'as dit 30 parties. J'ai 30 parties sur l'ensemble des 2 Nemesis dans mon appli. J'ai regardé là avant de lancer, et voilà, et 30 fois à perdre des amis. Pour de vrai, parce qu'en fait, c'est Nemesis, ça le problème. c'est pas un problème de temps, en fait, c'est un problème de plus avoir d'amis au bout d'un moment. Parce qu'il y a du drama, et on a souvent en mémoire des parties. Est-ce que la version avec les Marines, ça vaut la peine Je sais pas. Mais tu l'as préparé ou... Non, c'est comme ça. C'est son métier. C'est 1000 ans de Laurent Ruquier en boucle pendant des années pour réussir à retenir les bonnes blagues. Voilà. Et il y a un petit rover, parce qu'une façon de sortir, c'est d'aller dans le bunker de sécurité. Alors, on va le montrer en caméra déportouille. Voilà le rover. Attention, je vais le faire rouler sur le bas de l'écran. Vous êtes prêts? C'est dur parce que c'est comme la météo, comme elle est à l'envers. Elle décolle. Voilà, le rover. Et les dernières portes, parce que dans le premier Nemesis, il y avait des portes. Les nouvelles, en fait, elles peuvent être ouvertes, fermées ou cassées. Alors, vous regardez en caméra déportée. Jube casse la porte. Donc... Oh là là, bravo. Cassé. Voilà. Parce qu'en fait, une porte cassée peut plus être refermée. Ça a son importance. Sauf si t'es concierge avec le fer à souder. Voilà. Et ça, c'est des bonnes parties, et vraiment c'est des super sensations. T'as pas de partie toute flat, genre on était potes, puis on est sortis, cool. Non, chaque fois il y a un truc, parce que t'as beau vouloir jouer coop au début, au bout d'un moment, faut que tu trahisses. C'est pas possible. Mais c'est le jeu qui veut ça. Par contre, des fois t'es villageois, t'as tiré la carte villageois et tu peux pas. Ouais, mais t'arrives comme. Tu peux quand même aller embêter celui que tu suspectes qui va trahir. Voilà. Ok, ça marche. Ça, c'est important. Et Jules, tu conseillerais Lockdown ou Nemesis si on devait en choisir qu'un? Moi, je conseille les 2 parce qu'il y a tellement de passerelles. C'est pas la question. En orbite, c'est Nemesis. Nemesis, c'est quand même plus universel parce qu'on connaît bien le film. Là, on est dans un univers un peu particulier. Dans la base, oui. Alors après, Lockdown, pour commencer, je le conseille pas parce qu'il y a quand même une surcouche de règles. Ouais. Et on va pas se mentir, c'est pas le nain jaune quand même, Nemesis. C'est très vivant quand on connaît les règles. Par contre, si on est tout le temps le nez dans le bouquin, c'est vrai que ça casse le rythme. Et puis, t'es obligé de mettre en pause le gars qui gueule, genre pourquoi tu m'as fait ça, attends, hop, puis tu reprends 5 minutes, t'as perdu l'essence du truc, quoi, de le trahir et de lui faire un grand sourire en disant j'ai le droit, voilà, parce que c'est ça qu'on recherche dans un jeu, faut que ce soit vivant et que ça laisse des souvenirs à vie.
Et je pense qu'après une partie de Nemesis, quelle est la transition ? Je pense qu'une partie où vraiment on va ressouder le groupe, où on va faire un jeu vraiment coopératif, ce serait important. Alors on va passer à un jeu beaucoup plus léger cette fois-ci. On vous a parlé de gros jeu, mais là c'est un petit jeu qui a gagné. Alors ceci dit, l'Astor Expert quand même. Hein. Oui, l'Astor Expert. Non, mais bon, c'était l'Astor Expert avant que l'Astor initié paraisse. Donc The Crew, c'est un peu pour le clin d'œil parce que normalement tout le monde connaît. Oui. Un petit jeu de pli, information cachée, puisqu'on ne va pas se parler autour de la table, on ne connaît pas les cartes des autres, alors comme très souvent dans les jeux de pli. Mais là, on a des missions, il est coopératif. Et ça, c'est beaucoup plus rare dans les jeux de pli qui jouent souvent par équipe, ou alors pour sa gueule, chacun pour soi. Ouais. Bon voilà, le The Crew, c'est un jeu avec plein de scénarios à l'intérieur. Oui, il y a une 50aine de scénarios où le niveau de difficulté va vraiment augmenter petit à petit, parce que le niveau de difficulté à la fin, il est juste trop dur. Il est juste trop dur, quoi. Donc faut vraiment. Et il y a un côté où vraiment faut le jouer avec le même groupe de joueurs pour qu'on acquiert des réflexes. Il y a vraiment un entraînement à avoir pour pouvoir réussir Moi, je suis jamais allé au bout. Non plus. En fait, on fait toujours les premiers scénarios et puis après, en général, on change de groupe. Mais en même temps, je ressens pas de manque. C'est-à-dire que je n'ai pas tout fait, mais je joue souvent au premier. On est content de découvrir le système de jeu. C'est très plaisant, très plaisant. Et je trouve que c'est un bon apprentissage pour découvrir ce qui est vraiment l'essence du jeu de pli. Parce que le jeu de pli, ça se joue avec des annonces, avec une prise de risque, etc. Et là, on va petit à petit apprendre à essayer d'envisager le futur juste en ayant lu nos 10 cartes. Voilà, donc très très bon jeu en fait. Il y a une deuxième version de The Crew qui se passe sous l'eau, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, j'y ai pas joué. Apparemment, c'est la V2, mais. Oui, c'est ce que beaucoup disent, c'est que les défauts qui sont présents dans le premier sont corrigés dans la deuxième version. Moi, j'y ai joué, mais je me rappelle plus. Parce qu'effectivement, il y a le côté découverte sur le premier The Crew. Aline nous dit qu'elle a adoré la deuxième version, et moi, j'ai même fait une vidéo avec les gens d'Yellow. Donc, mais j'ai pas été très loin, et je m'en souviens plus très bien. Mais tu vois, dans les jeux de confinement d'Orbit qu'on n'a pas pris. On avait dit, il y avait des jeux auxquels on a pensé mais qu'on n'a pas mis. Il y avait des jeux qui se passaient sous l'eau. Underwater Cities. Ouais, Underwater Cities et puis Aquasphere de Feld. Ça sera un autre thème parce qu'il y en a plein des jeux sous l'eau. On n'est pas vraiment en orbite. On n'est pas en orbite, mais on est sous l'eau, mais il y a l'idée de confinement. Ça sera un autre thème d'émission. Et par contre, on a déjà la blague avec Aquasphere. Est-ce que j'ai une gueule d'Aquasphere ? Ouais, très bien. On mettra la musique de la petite série. Non, on fera plein de blagues. Ça sera une super émission rigolote. Oui. Et puis tu vois le mode sous l'eau, le mode solo. Ouais. Puis il ne faudra pas la commencer trop tard pour que les gens se couchent tôt. Ah oui, très bon, très bon. Pour continuer sans transition, Théséus. Oui, mais j'ai dit. The Dark Orbit. Alors là, on est à fond dans le thème. Il y a Orbit en gros. Sombre. Ça n'a pas du tout été traduit comme ça. Enfin, Yellow a traduit ce jeu, qu'il faut le dire, n'a pas trop marché. Non. Mais que moi j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est un jeu de Michel Delpech. Orax. C'est monsieur Neuroshima X. Neuroshima X, et on trouve des points communs avec Neuroshima X, en tout cas dans la façon de réfléchir, puisqu'il va falloir résoudre des situations d'une certaine manière. J'ai plus toutes les règles en tête, je sais pas si tu l'as révisé, toi. Oui, non, mais j'ai des bons restes, je pense. C'est un jeu asymétrique, donc chacun a une faction avec des espèces de personnages. Tiens, toi, t'es bleu. Qui sont des disques. Toi, t'es vert. On est dans une station spatiale qui est en cercle, comme ça. Oui. Et on va pouvoir se déplacer d'une salle à une autre, mais alors en tournant tout le temps dans le même sens. Je pense que ça a un rapport avec Coriolis. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut tourner que dans un sens. C'est un peu très bizarre, mais voilà. Mais sinon, le jeu ne marche pas. Et le gros principe de ce jeu, c'est que on va pouvoir se déplacer d'un nombre de cases égal au nombre de personnages dans notre salle au départ. Donc si on est à 3, on va pouvoir se déplacer de 3. Donc il y a un côté, ça émule une sorte de sensation d'Awele. Il sent un peu le moisi, ton jeu. Je te tiens à le dire quand même. Non, trop fort. Non. Attends, c'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Ah ouais. Il aurait pris l'humidité. Un petit peu, je pense. Tu crois que je le ressors pas assez ? Je sais pas. Tu faut demander du SAV parce que c'est je vais gueuler. Et chacun doit faire des sortes de missions, chacun a une façon de gagner différemment. Et on a des cartes qu'on va jouer, qu'on va installer, des modules qu'on va installer sur chaque partie de la station spatiale. Et quand on arrive sur cette case, on peut interagir avec, faire des choses. C'est très déroutant. Oui, c'est un peu mécanique. C'est mécanique, et en même temps, Neuroshima X, c'est joué surtout à 2. Oui. Et là, on a la possibilité de jouer à plusieurs, avec quand même des similitudes dans la façon de réfléchir, en tout cas, dans ce jeu-là. C'est lui qui avait fait le jeu...
vais pas retrouver. L'autre jeu qui était paru, c'est Yellow, dans lequel on faisait un FPS, un Adrenaline. Voilà, je crois pas que ce soit lui. Non, c'est... Non, parce que c'est les Tchèques... On l'avait présenté quand on avait fait les jeux d'arène. Oui. Ah oui, c'était les Tchèques. Ouais, c'était les Tchèques. Là, c'est les Polonais. Allez, à moi. C'est pas le même pays. Alors, on enchaîne avec un autre jeu. On en a parlé sur le chat pour vous qui nous suivez, puisque j'ai eu un commentaire, je sais plus qui nous a dit que Nemesis était son nouveau jeu de trade préféré depuis Battlestar Galactica. Et alors, le voici, ce board game, le jeu tiré de la série, avec son extension Exodus. Oui, et il y avait aussi Pegasus, une autre extension. Et moi, j'avais tout mis dedans, parce que ça prend trop de place. Voilà. Et après, les boîtes, elles me servent à restocker d'autres jeux. Voilà. En fait, j'ai cru que c'était Battlestar Galactica, mais c'est autre chose dedans que j'avais restocké. J'ai vu ça en arrivant. Donc moi, j'ai tout mis dedans. Donc en fait, il y a de cela bien longtemps, une des séries phares qu'on regardait à la télé, c'était Battlestar Galactica. Voilà, parce que ça a redonné envie de voir de la science-fiction. Il y avait des Cylons, ils avaient un plan, il y avait des traîtres, et puis il y avait Starbuck, qui maintenant joue Bo-Katan Kryze dans Le Mandalorian. Mais on l'aimait déjà bien à l'époque. Et puis FFG, donc en adaptant des licences comme il savait bien faire, nous a fait un beau jeu où il y avait des traîtres, c'est-à-dire des joueurs parmi nous qui en fait avaient un plan secret et ne faisaient que vouloir nous tuer. C'est quand même tellement agréable ça quand c'est pas que dans un petit jeu d'ambiance type loup-garou, quand on le retrouve sur un gros jeu avec des mécaniques complexes. Voilà. Il faut que ça marche évidemment, mais quand ça marche, on passe toujours un très bon moment. Et la base du jeu, c'est que en fait, il fallait atteindre c'était comment ? Pas New Delhi. Mais... Non, c'était New. C'était pas Caprica. Merde, je retrouve plus le nom. Ouais, peu importe, en fait, fallait arriver à destination. Je l'ai plus. Fallait arriver à destination. Ça me gêne quand même. Mais les gens vont te dire. Les gens vont me dire. Sur le chat. Dites-le, parce que Jules est pas bien là. Non, mais je suis pas bien, je vais ouvrir le truc et puis. Il y a un petit décalage avec. Il y a un petit décalage. Le temps que les gens trouvent New quoi. La réponse tarde. Plougasnou. New Plougasnou, bah oui. Bon, on s'en fout. Là, t'es obligé de déballer tout ton jeu pour trouver le New. Non, fallait aller à Cobol. Ok. Fallait aller à Cobol. Non, je confonds avec New Caprica dans un. C'est pour ça que les gens tombent pas. Peut-être. Non, c'est un autre. Voilà. Et donc, il fallait résoudre de nombreuses crises. Et chaque crise nous permettait soit de perdre des trucs, soit de perdre d'autres trucs, soit de vider toutes nos ressources pour pas perdre de trucs. Et en fait, on jouait des cartes face cachée. Et vu qu'il y avait des traîtres dans le tas, ils pouvaient jouer des cartes qui allaient donner des malus. Et quand on se retrouvait avec soit plus de fuel, soit plus de manger, soit plus de morale, soit plus de gens, on était morts et les Cylons se moquaient de nous. Voilà. Et il y avait, pour représenter bien ce qui se passait dans la série, waouh, en fait, l'espace autour du Battlestar Galactica avec des vaisseaux de Cylons qui nous attaquaient et qui attaquaient les vaisseaux civils. Et des cours d'ailleurs, pas que... Oui, c'est pas Cylon. Pardon, j'essaie de couper. Moi, ce jeu, j'en ai un souvenir parce que c'est un des premiers jeux que tu m'as expliqué. Ouais. On avait joué chez un psychiatre. C'est arrivé, on faisait ça à l'époque. Qui nous avait accueillis dans son cabinet de psychiatre. Oui. Donc il y avait une ambiance assez cosy. Salut Vincent, si tu me Sylvain, regardes. des fois, Jules, des fois, il explique très très vite des jeux, j'ai rien compris du tout, et j'ai pas osé le dire, parce que bon, j'étais poli, donc j'ai rien compris. Pendant tout le début de la partie, j'ai eu du mal. Vous connaissez ces sensations quand on essaie de raccrocher. Oui, mais... Là, il m'a expliqué un truc, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. T'étais content quand même. J'étais content, j'ai passé un très bon moment. Et qui était traître, tu te souviens ? Oh, j'ai perdu, c'est tout ce que je me rappelle. Ce dont je me rappelle. Donc il y a eu 2 extensions qui ont un petit peu complexifié le jeu, qui le rendaient un petit peu plus long. C'est le problème aussi de FFG, il rajoute des trucs, mais voilà, quand t'es content, quand tu suis, c'est bon. Après, pour te remettre dedans, quand il y a eu 1000 extensions, parce qu'on l'a ressorti l'an dernier, celui-là, c'était un peu rude. Ouais. Alors il y a eu une nouvelle version de ce jeu. Unfathomable, qui a été traduit l'insondable en français. Exactement. Ils ont repris la base du jeu en le simplifiant un petit peu, donc c'est plus court.
toujours des gens qui sont un petit peu des traites, mais ils ont mis une ambiance rethématisée en Lovecraft. Donc, c'est pas Cthulhu, c'est Dagon et puis mer, voilà. Donc en fait, c'est un paquebot qui, plutôt que d'arriver à Kobol ou New Caprica, doit traverser l'Atlantique. Et entre-temps, il y a des profonds qui vont sortir sur le pont, manger des passagers. On retrouve le même genre de choses. C'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide à expliquer. Donc, mais est-ce que le thème ne manque pas, d'une certaine manière? Le problème, c'est que si tu parles de Battlestar Galactica à des gens qui n'ont pas vu la série, ça va pas les hyper. Oui. Et puis, l'autre avantage, c'est que Cthulhu, c'est dans le domaine public, hein, donc, Lovecraft, donc ils peuvent faire des jeux tout le tour du ventre. Par contre, ils ont... faut qu'on en parle un peu quand même, parce que ils ont... FFG, ils ont une grande politique d'inclusion dans pas mal de leurs nouveaux jeux. Sur Descent V3, on le sent, et... ça se fait très bien. Ça se fait très bien. En fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a un elfe qui est sourd, il y a un draconien qui est non binaire, voilà. Mais dans ce monde-là, il y a plein. Le personnage qui a le plus en force, c'est une femme. Voilà. Ça pose pas de soucis. Dans l'insondable, par contre, le fait de mettre de l'inclusion dans les années 20, dans l'univers de Lovecraft, en fait, j'ai du mal à... En fait, je trouve ça moins crédible que Dagon qui sort des profondeurs pour manger le paquebot. Et j'ai du mal à rentrer dedans. Et ceux, pareil, qui ont lu du Lovecraft, c'est un petit peu compliqué. C'est un changement d'univers, en réalité. C'est les questions qui se posent. Est-ce qu'il faut reprendre les univers tels qu'on les connaissait autrefois en les changeant, ou est-ce qu'il faut en créer de nouveaux? Parce que, en fait, le fait d'actualiser le Lovecraft, c'est plus trop du Lovecraft, en fait. C'est ça le problème. Autant dans le Medfan, ça n'a pas posé de soucis. Dans d'autres univers, ça poserait pas de soucis. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, c'est un choix de l'éditeur. Ils auraient très bien pu mettre un vaisseau, enfin un bateau de notre époque avec des monstres de Lovecraft. Ce serait mieux passé. Ouais. Mais là, le fait de le mettre dans les années 20, d'avoir une capitaine métisse dans un bateau dans les années 20, c'est un petit peu compliqué. Bon, par contre, on comprend pourquoi ils ont fait ces choix-là. Évidemment, c'est pas un jugement évidemment sur le fond de la question. Hein. Non, parce que le faire dans d'autres univers, ça passe très bien. Le faire dans l'univers Lovecraft, non, pas Lovecraft. Mais le jeu, du coup, on va retrouver l'essence de Battlestar Galactica en plus simple, en plus rapide, donc plus facile à ressortir. On en a fait quoi, 5-6 déjà. Après, ça tourne bien. Oui. Après, est-ce que sur l'insondable, tu veux dire? Ouais. Est-ce que je l'ai, moi, parce que je ne sais plus les jeux que j'ai. Oui, j'ai dû le voir à côté. Je suis passé au chalet de chercher tes jeux. Tu l'as. Parce que Jules, c'est mieux les jeux qui sont au chalet que moi parfois. Non, tu l'as. Et ça se fait en 2 heures, quoi. Alors que c'était un petit peu plus long pour BSG. Il y a moins de règles. De toute façon, le travail de FFG, maintenant, ils arrivent toujours à refluidifier leur vieux jeu. Et c'est toujours un plaisir que de redécouvrir un jeu avec des nouvelles mécaniques plus ergonomiques. Ouais, mais ils l'avaient fait parce qu'ils avaient fait StarCraft à l'époque, en grosse boîte, format Twilight Imperium. Et ils l'avaient ressorti avec une licence Warhammer 40 000. C'était Forbidden. Je sais plus. Je l'ai. Ouais, tu l'as. Ça, je sais que je l'ai. Ouais, ça se jouait à 4, il y avait des orques. Voilà, une très grosse boîte chez FFG. Alors, on va continuer. Pendant que je cherche le nom de ce jeu. Forbidden Star. Ouais, c'est Forbidden Star, je pense, tout simplement. Oui, c'est ça. Bon. On peut dire quelques mots assez rapides. Juste pour la joke. Du coup, c'était quel jeu à l'intérieur? À votre avis c'est un jeu de figurines, ça? C'est un vieux jeu où la boîte avait pris l'eau et que j'ai dû reconditionner. Mais quel suspense! Les gens veulent savoir ce que c'est. Zargos. Ah d'accord. Oui, Zargos. Il est bien reconditionné. Oui. C'est quand ta dernière partie de Zargos? On l'a ressorti. En fait, ceux qui ont moins de 40 ans, quand tu les fais jouer à Zargos, ils te tapent. Pour de vrai, hein. Ils te tapent pour de vrai. Genre, pourquoi tu m'as fait jouer à ça pendant 5 heures? Mais c'est des super souvenirs. Alors, Seeders Exodus, c'est un jeu qui est sorti chez Sweet Game. Oui, qui a eu plein d'aventures. On ne sait pas si toutes les suites vont arriver ou pas. Je ne sais pas si tu es au courant, toi, à Cannes. Alors, si, les suites sont arrivées cet été. Cet été, on a pu se procurer les 3 extensions promises depuis plusieurs années. Tu nous fais ta blague habituelle, Jube? On l'évacue. Voilà, autre chose. L'auteur et l'illustrateur.
Non, je l'ai pas. Ah bon, à chaque fois que tu viens, tu dis regarde, c'est un jeu de Serge Madagascar. Oh non, je me permettrai pas. Lémurien. C'est Gaël Lémurien. Voilà. Si, je la connais, c'est toi qui fais cette blague. Moi, jamais j'oserais faire cette blague, de toute façon. Alors, c'est un jeu qu'on a plutôt bien aimé par chez nous. Oui. Qui est un jeu de majorité et de cartes à combo. Avec un système très original de majorité où on a des chips de poker. Donc tu mets des chips de poker dans un jeu, ça rend le jeu meilleur. Ça, c'est évident. Vrai, c'est prouvé. Voilà. C'est CTG qui me l'a dit. Voilà. Et là... n'aurais-tu pas reçu des extensions les n'aurais pas regroupées. J'ai tout réussi à rentrer dans la boîte. Cher des chips, moi, pour faire montrer aux gens. Les gens ne verront pas. Voilà, parce qu'elles sont cachées. C'est ça le problème des gens qui mettent tout dans la même boîte mais qui n'enlèvent pas le truc en carton. Là. Tu les as mis dessous? Mais je ne sais pas. Mais où sont vos chips, monsieur? J'ai réfléchi. Les chips sont là. J'ai réfléchi. Pas les jaunes, elles sont moches. Vert, voilà. C'est la couleur de l'amitié. Donc oui, chacun a des chips qui représentent, on va dire, une influence dans telle et telle faction. On va les poser sur des intersections de modules de base spatiale et on va poser des points d'influence. Une fois que celui qui a la majorité de points d'influence pourra gagner, on va dire, la carte qui va enrichir son jeu. Faut dire aux gens que là, on voit qu'un quart du plateau, sinon ils vont trouver que c'est un peu nul en termes de jeu. Et c'est un jeu qui marche pas toujours, je tiens à le préciser quand même, parce que j'en ai fait plusieurs parties. Il y a des parties qui tombent complètement à plat si vous n'avez pas le bon nombre de joueurs autour de la table. Sur la boîte, c'est marqué peut-être à partir de 2 à 4 ou... À 2, c'est pas très passionnant parce qu'on est un peu sur un jeu abstrait. À 3, on peut avoir des déséquilibres qui se créent. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un jeu à 4. Alors, c'est un jeu à 4, mais il faut que les gens connaissent le jeu et jouent rapidement. Parce qu'il y a toute une deuxième phase qui est un jeu de cartes où on doit faire des petites combinaisons, dépenser des sous pour jouer telle carte. Et ça, il faut le jouer assez rapidement parce qu'on attend que les autres... Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ça me paraît mieux à 4 en termes d'interaction entre les joueurs. Pour y avoir joué à 3 et à 4, c'est à 4 que c'est le plus sympa et le plus retors dans cette phase de placement pour des enchères et des majos. Ouais. Voilà. Mais après, tu as toutes tes cartes qui vont comboter entre elles, etc. Oui. Et si les joueurs sont lents, c'est vrai qu'il ne faut pas jouer avec des joueurs lents. Non. Le mieux, c'est d'y jouer avec un taser et un chrono. Voilà. Bon, après, ils jouent peu. C'est un jeu solo. Ouais. Allez, hop, on range. Seeders Exodus. Mais il y a ça correctement parce que j'ai réussi à fermer la boîte, moi. Nous, on n'y arrivera pas, mais on s'en fout. Regarde. Hop, et on ferme la boîte. Aucun respect. Il va y avoir du rangement après cette émission. On passe une petite soirée rangement, ça va être super. C'est à moi dans ce jeu de ping-pong. Qu'est-ce que j'ai? Ça. Ils ont ramené plein de trucs, c'est fou. Et Space Alert. Un Vladash va-t-il. Avec une... Sérieusement, on pourrait faire une émission spéciale sur Vladash va-t-il, tellement il a de jeux originaux et on finirait en jouant à Galaxy Trucker. Qui est quand même génial comme jeu. Qui est d'ailleurs en orbite. On l'a considéré que non. On s'est posé la question. Là, t'es vraiment en orbite et surtout tu es confiné. T'es pas confiné dans Galaxy Trucker. Là, en fait, l'idée c'est que tu vas jouer l'équipage d'un vaisseau qui va devoir faire face à plein de périls, genre oh mon dieu, des astéroïdes à gauche, mon sang, un alien nous attaque à droite. Et ce jeu durera 30 minutes. Oui, parce qu'en fait ça se joue en temps réel. Avec une bande. Et son. Non, avec des CD comme à l'ancienne, donc on peut plus y jouer maintenant, qui font une bande son qui est rythmée et donc en fait quand la bande son dit attention, blup blup à gauche, en fait il faut que les joueurs ils se déplacent avec leur petit meeple à gauche pour faire des trucs à gauche. Et c'est vraiment super sympa. Le souci, c'est que les règles sont pas très simples. C'est le problème de Vladash va-t-il. Il fait des jeux géniaux en général, mais parfois il se laisse aller à faire. Puis quand tu lis les règles, à faire des rubriques dans les rubriques en mettant une petite blague des fois en plus. Mais du coup, il y avait un CD d'apprentissage pour apprendre le jeu. Mais le problème, c'est que quand tu joues pas avec les mêmes joueurs et que tu laisses passer 2 ans entre chaque partie, tu refais tout le temps le CD d'apprentissage et c'est moins bien. C'est un authentique génie dans le jeu de société. On répète quand même qu'il a fait Codenames, entre autres. Oui. Dungeon Lords, Dungeon Pets, plein de trucs. Ouais, Dungeon Pets. Mage Knight. Mage Knight, oui, exactement. Et Pictomania. Tout le monde a joué à Pictomania, qui est un grand jeu de Vladash va-t-il. Donc, un jeu de dessin, on l'amène j'ai beaucoup aimé jouer à ce jeu de dessin. On l'amène dans ce catalogue parce que voilà, c'est un bon jeu d'orbite. Mais c'est vrai qu'il est difficile à ressortir maintenant. Je pense qu'il doit être difficile à retrouver. Mais quand même, ça fait plaisir de l'avoir dans sa ludothèque, même si on dit que ça va être difficile de le ressortir maintenant. Ça va être difficile, Voilà. Au prochain confinement. Nous, à l'époque, on faisait des blagues genre Space Alert, l'aiguillé. C'était drôle. Maintenant, on fait cette blague, personne ne comprend. Non. Non.
C'est vrai qu'on la faisait souvent, cette blague. Alerte Laguille, ouais. C'était drôle. Hein. Oui. Voilà, on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à vous montrer ? Est-ce qu'on est déjà sur le dernier jeu ou pas encore ? Non, on en a plein. Pardon. À toi, c'est à toi. C'est à moi. Oui. Alors, moi, je vais être très rapide. C'est celui que j'ai non. Il l'a emmené. High Frontier. Ah oui. High Frontier, si ça, c'est pas le jeu d'orbite par excellence. Ouais. Tout n'est qu'orbite. Ça, c'est des grosses orbites, là. Voilà. Ça danse pour la blague d'Alain. C'est cool. Alerte Laguille qui est dans une chanson d'Alain Souchon, mais qui doit chanter moins souvent maintenant. Puisque, déjà, il a arrêté de la chanter après 2002. Oui. Lors du second tour de Jean-Marie Le Pen, où Alerte Laguille n'avait pas soutenu Jacques Chirac. Voilà, pour le petit moment, thématique et culture. Voilà. Mais tu vois, tu passes beaucoup de temps sur une chanson d'Alain Souchon. Oui, et dans une vidéo d'hier où Aline a fait une blague avec Robert Plant, t'as pas relevé. On va pas citer cette blague quand même. Mais honnêtement, le chat, allez regarder la vidéo d'hier avec les nouveaux jeux au chalet, allez mettre des likes pour la blague d'Aline, quoi. Elle fait une blague avec Robert Plant et personne sauf Jube n'a commenté. Ouais. Voilà. Voilà, donc, une fois qu'on a montré ça. Et t'as vu, on a détourné l'attention et on a réussi à te mettre ça devant le nez sans que tu vomisses. Et sans que je fasse de blague sur le fait que j'ai toujours cru, quand on me citait le nom de l'auteur, qu'en fait c'était une troupe de clowns. Phil et Clown. Oui. Mais pas du tout, c'est son vrai prénom. Comme j'ai toujours cru que Frank Sinatra, quand j'étais gamin, c'était une femme et elle s'appelait Francine. Oui. Et je pensais vraiment, moi. Ouais. Mais à la voix, j'aurais dû reconnaître, mais non. Voilà, et donc là, tu as une merveille d'ergonomie devant toi. Donc, c'est un jeu de Phil et Clown qui a voulu faire un jeu de voyage spatial réaliste. Oui. Voilà. Et donc, le réalisme a lieu que c'est pas tu mets le clignotant, tu tournes à gauche. Non, il va falloir utiliser les points de Lagrange pour changer, etc. Et que quand tu vas vouloir envoyer ta navette dans l'espace, il va falloir utiliser ces abacs, etc., la remplir avec des trucs de carburant, calculer la poussée, le tonnage, etc. Et après, tu lances un dé, tu fais t'es mort. C'est vrai. Oui, parce que des fois, les fusées explosent. On te voit faire la blague avec Phil et Clown. Bah oui, non, parce que on dirait que c'est une blague. Là, il a fait un spectacle. Il dit hey, bonjour les enfants, c'est moi Phil et Clown. J'ai fait un super jeu, ça va être très aléatoire. Mais avec des règles, c'est quoi? C'est un astrophysicien C'est un rocket scientist. C'est des rocket scientists. Ouais, donc voilà, quelqu'un qui est un peu pointu. Et donc, il s'est fait plaisir, qui s'est dit, pour moi, il n'y a aucune limite commerciale. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas de faire un jeu qui se vende. Donc, voilà. Mais ça s'est quand même vendu, parce que vous en avez un chacun, si j'ai bien compris. Moi, j'ai le tout premier. Oui, qui était encore plus horrible que le dernier. Oui, et là, le dernier. Voilà. Tu vois, c'est la 4e édition, et il y a le fort de 4e édition, for all, c'est-à-dire pour toute la famille. Oui. Il a tellement soigné l'ergonomie, là, c'est l'accomplissement de plusieurs années d'ergonomisation, qui fait que maintenant, il peut dire que c'est for all, et on peut y jouer toute heure de la journée. À partir de quel âge, Jérôme? À mon avis, à partir de 12 ans. De 12 ans, voilà. Ils ont acheté ces jeux. Vous avez fait une partie complète? Moi, j'ai fait une partie. Alors, j'ai fait une partie complète. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle est complète parce qu'il n'y avait pas toutes les règles? Mais j'ai fait une vraie partie avec la moitié des règles qui est proposée dans le didacticiel, qui était passionnante. Et moi, avec la première édition, j'ai lu 5 fois les règles et j'ai jamais pu trouver de joueur. Parce que là, ce que vous voyez, il faut vous dire que la première édition était en noir et blanc. Voilà. Et c'était difficile de mettre des joueurs devant, en fait. Je l'ai vu, tu l'as souvent sorti à table avant qu'on fasse un petit jeu. Et après, on finissait sur un codename en général. Mais ce qui est quand même intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment un côté pédagogique. Le livret de règles est bourré de petites notes, d'anecdotes sur l'espace. Et quand il dit petite, c'est aussi la police. Hein. Oui, c'est dense en termes de fluff. Et on l'a présenté à cet ancien salarié de Mythic Game, David. Il avait des étoiles dans les yeux quand il voyait ça. Je me rappelle, ça s'est passé ici au chalet. Oui. Il était comme ça, il m'appelait au secours, il m'envoyait des SMS. Non, il nous en reparle. Et voilà. Et on a toujours prévu de faire on a prévu de faire ça avec David. Ici au chalet. Bien sûr, avec toi. Comme ça. Quel est le jeu derrière? Non, mais c'est très très bien. Si vous avez l'occasion d'y jouer, foncez. Ouais, d'occasion plutôt. Parce que 9, ça va beaucoup. Vous n'allez pas y jouer beaucoup. Black Angels. Dans le domaine de la musique, avec Black Angel. Angèle, la chanteuse, Bruxelles, je t'aime. Voilà. Voilà. Ok.
Et donc Bruxelles, la Belgique, Pearl Games, la boucle est bouclée. Voilà. Pearl Games, pour l'instant, ils sont en pause. Pearl Games, on attend des nouvelles pour savoir si la boîte redémarre. Mais Asmodée a laissé tomber cette tranche, a coupé la branche, on va dire. Et donc, c'est un éditeur auquel on était assez attaché parce qu'il y avait plein de jeux qui nous plaisaient beaucoup chez Pearl Games. Black Angel, c'est, je crois, leur plus gros jeu. Oui, et c'est surtout le trio magique qui avait fait 3. Oui, Dujardin, Georges et Tournai. Non, ils étaient tous dans Tournai. Je crois qu'ils étaient tous dans Tournai aussi, il me semble. Par contre, sur Geekopolis, ils n'y sont pas tous. Et ils n'ont pas du tout participé à Trio de chez Cocktail Game, mais bizarrement. Mais oui, puis ils avaient fait Geekopolis, auquel on a beaucoup joué. Ils ont fait Deus et un autre qu'on aime bien. Que j'ai plus. Non, Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Bruxelles, je t'aime. Le truc là, Art déco, quoi. C'était Bruxelles, oui, non, c'est Bruxelles 1820. Ouais. Mais qui était voilà. 1900, tu crois? Non, je crois que c'est 1894. Non, je sais plus. Après, on y a beaucoup joué. Il est juste derrière. 1893. C'est ça. Merci. Ouais. Et Black Angel, en fait, c'est le nom du vaisseau qui va être en orbite, va essayer de trouver une terre promise pour aller déposer ses colons. Ça se passe dans l'espace, ça reprenait un petit peu le système de dés à utiliser de 3. Et puis c'était très coloré. Il y a du Yano Tool. Il y avait le plateau qui évoluait, qu'on déplaçait sur le devant. Comme dans Solenia. Exactement. Et il n'a pas marché. Ce qui est très dommage parce que il était vraiment très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis il n'a pas beaucoup marché, mais l'avantage c'est qu'on pouvait le retrouver à pas trop cher. Très non, c'est mon jeu, on a dû y jouer. Alors c'est le tien ça? C'est le mien. Ouais, parce qu'on avait joué avec le tien. Avec le mien. Voilà. Pour une fois, en général c'est l'inverse. C'est le mien qui est pas dépunché, c'est le tien qui est bien installé. Et en fait, tu m'avais prêté le tien. Je l'avais prêté un certain temps. Et j'y avais joué longtemps et je te l'ai rendu quand celui-ci a été soldé. Voilà. Je t'ai rendu le tien. Mais voilà, on voulait le mettre quand même, puisque c'est un bon jeu. C'est un bon jeu en orbite, avec du rose et du mauve. Et voilà. Et juste le dernier jeu de Pearl Games. Alors, ils ont sorti 2 jeux cette année. Ils ont sorti Times Empire l'année dernière, du coup. Ça. Et puis un deuxième plus petit qui jouait à 2 jeux. Mais Times Empire, c'est des copains de Dijon. Oui, avec des sabliers. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, David et Pierre. Parties, mais... Voilà. Et pareil, en temps réel. C'est un bon jeu. Quelques années à être. Ils avaient pas mal de trucs sur le feu, mais voilà, c'est un bon jeu. Et puis, on espère qu'il va refaire des trucs, Sébastien. On espère pour lui, évidemment. Parce que les dernières nudes, il disait que c'est bon, il avait pu repartir avec la propriété Pearl Games. Donc on espère que c'est pas juste pour faire des t-shirts, que c'est pour faire des jeux. Ah d'accord, j'ai pas vu la dernière du coup, parce que moi j'avais vu un truc pas la dernière, mais il disait que voilà, il était reparti avec des billes. Ok. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on n'est pas loin en tout cas. Alors déjà, fait le tour pour des jeux en orbite, c'est intéressant. Merci. Alors c'est la petite séquence, du coup, si on a regardé un peu tous les jeux, c'est la petite séquence dans laquelle on va revenir sur les jeux de rôle. On va faire le jingle jeu de rôle comme on l'avait fait la fois dernière avec Jube. Ah oui. Jingle jeu de rôle. La partie des jeux de rôle avec Jérôme. Excellent. Bienvenue à tous pour cette émission spéciale sur le jeu de rôle. Alors on en a un qui correspond au thème. C'est Alien, ça tombe bien. Oh, c'est original. Moi, je n'ai pas joué, mais il me fait vachement envie. Tu as joué, toi, tu m'as dit. Moi, j'ai joué. C'est très bien parce que c'est un peu une gageure de faire un jeu de rôle sur Alien. Alien, c'est des films où tout le monde meurt à la fin. Donc, pas évident pour la notion de jeu de rôle où on va avoir envie de faire plusieurs parties. Sauf Bishop, mais... Et Ridley. Oui, Ridley, et le chat et la petite fille. Après, merde, je vous ai vu. Après, dans Cthulhu, c'est un petit peu le principe aussi. C'est vrai, mais ils meurent plus vite dans Alien que dans Cthulhu. Donc Cthulhu, ils ont le temps de devenir fous, là. Touloulou. Alors, c'est l'autre jingle. Alien, quoi dire? On peut l'ouvrir, mais je sais jamais dans quel sens le mettre. Là, vers nous, ici, c'est tout organisé vers nous. Hop. Voilà. On va regarder un peu les pages. On est où là? Là, on est par là, ici. Alors là, il y a Ornan. Là, donc, c'est Chantran. Là, c'est le super Alien, déjà, c'est un bel objet, vous allez le voir. Il y a des très belles illustrations, on est dans l'ambiance. Ça reste sombre. C'est vachement important pour un jeu de rôle, de toute façon. On a envie de manipuler l'objet. Voilà, donc c'est Arcane Asylum qui l'a édité en France et c'est Free League, un éditeur suédois qui l'a proposé.
Et ce jeu... Il y a des trucs sexuels cachés, tu vois. Dégâts, ça c'est pour les garçons. Médecins, Ouais. t'as vu, c'est vraiment très sexuel ce jeu. Attends, Ne jouez pas à Martin à des jeux de rôle aussi sérieux parce que ça casse complètement l'ambiance. Apparemment, je sors du cadre. Pas du tout. Je vais me rapprocher de toi, Martin, ça va être sympa. Selon les écrans où on se trouve, on n'est pas forcément bien cadré. Et donc, dans ce jeu, on a globalement deux façons d'y jouer. Soit on a ce qu'ils appellent le mode cinématique, je ne sais pas. On va jouer un épisode, globalement. Plein de gens seront morts à la fin, mais c'est un one-shot, on a fini. On va pouvoir aussi jouer en campagne. Voilà. Là, on croisera peut-être un peu moins souvent les xénomorphes sur notre chemin. Et on a globalement 3 settings pour y jouer. Je ne sais pas comment le traduire. 3 ambiances de jeu. 3, ça se traduit 3. 3 ambiances de jeu différents. Soit on va jouer les routiers de l'espace. Ouais. Donc on a un vaisseau, on se promène entre les planètes, en orbite régulièrement. Soit on joue des Marines. Et là, on a des grosses armes et on va se déplacer entre les planètes, mais plutôt pour aller tuer des bestioles, et faire son métier de militaire. Ou alors, on va pouvoir jouer des pionniers, des colons qui vont arriver. Ils sont les premiers, c'est des scientifiques qui sont sur une planète et ils découvrent qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Donc, ils arrivent, ils enlèvent leur casque. Forcément. Okay. Voilà. On voit l'inspiration. Donc, on voit, alors c'est vraiment hyper référencé à Alien, forcément, ils ont payé la licence. Ils ont réussi à faire une synthèse de l'histoire de l'univers un peu étendu d'Alien qui est très agréable à lire. On est vraiment plongé dans un univers et ils arrivent un petit peu à l'étendre, cet univers, et à redonner une façon de jouer. Ça, c'est le scénar, on va pas aller le lire. On peut y jouer des aventures comme un peu à la The Expanse dans ce jeu. Parce qu'on a toute cette galaxie qui commence à être colonisée, on a plusieurs factions, donc on a forcément les Américains, forcément les communistes, forcément les capitalistes, etc. Donc qui se partagent un peu le gâteau, et il y a des histoires entre eux, des complots, etc. Et par de ça, il y a les xénomorphes qui arrivent avec les ingénieurs, tout le lore de l'univers. Et pour finir cette présentation, ce qui est intéressant, c'est le système de jeu. C'est un système très léger qu'ils avaient déjà utilisé dans d'autres jeux, mais là qu'ils ont réadapté. Globalement, on a une compétence, on a une caractéristique, ça nous fait un pool de dés. On jette les dés et on a une difficulté à faire, et il faut faire des 6 pour avoir une réussite. Des fois, il faut faire 2 réussites, 3 réussites, etc. Rien d'original. Par contre, si notre jet est raté et qu'on n'avait vraiment pas envie de le rater, ce jet, parce qu'il y a l'alien qui est juste derrière nous, on a vraiment besoin de fermer cette porte, on a le droit de dire, je relance les dés, j'en rajoute un, qui est un dé de stress, et je réessaye. Sauf que le dé de stress, c'est un dé en plus, donc c'est cool, on a plus de chances de réussir, mais il a une face où il y a un petit dessin qui ne fait pas très envie. Et là, donc une chance sur 6 de déclencher un test de panique. Et un test de panique, c'est là qu'on va pouvoir s'enfuir, devenir fou, baver partout, etc. D'accord. Donc, rien que ce petit système-là, il va donner toute une coloration au jeu, et on aura forcément une jauge de stress. Et cette jauge de stress, des fois, c'est bien, parce qu'on est un petit peu plus... on marche plus à l'adrénaline, mais des fois on a plutôt envie de se reposer et il faut la faire baisser. Donc on peut utiliser les tranquillisants, on peut se reposer, etc. Donc il y a un petit côté de gestion comme ça de ces émotions qui est assez intéressant. Voilà, et pour être assez complet, ça c'était le livre de base, mais c'est pas ce qui est sorti en premier. Oui. Ce qui est sorti en premier, comme maintenant c'est un peu l'habitude, c'est un kit de démarrage. Alors, avec une boîte. Ça, on a sorti ça, mais c'est le BD, ça n'a strictement rien à voir, c'est juste pour faire du décor de fond. Oui. Voilà, je retrouve ça dans mon étagère. Elle est dans le thème. Donc le kit de démarrage, qui s'appelle Alien, le jeu de rôle, kit de démarrage. Ah, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Alors, après, c'est ce qu'on achète, quoi. Ouais, et là, on va y trouver ces fameux dés. Vous voyez les petits dés, ça les fait dés peur. De stress, c'est les dés jaunes. Donc il faut acheter ça en premier. Oui, il faut acheter ça en premier. Faut acheter ça en premier. Faut acheter ça en premier. Donc là, si tu veux faire une vraie campagne, ça dure combien de temps sur ce jeu-là ? Alors,
Là, c'est particulier, parce que ce jeu-là, le kit de démarrage, c'est un scénario. Le scénario, ça va durer 2, 3 soirées éventuellement. 3 soirées quand même, oui, donc il y a le temps d'installer quelque chose quand même. Oui, ça dépend de la taille de tes soirées, mais voilà. Voilà. Et c'est une histoire. Ils ont ressorti une deuxième boîte avec un autre scénario qui se joue, alors qui est un peu en campagne. C'est pas les mêmes personnages que tu vas rejouer, mais on est dans une histoire qui se continue. Et là, ce sera plus orienté sur des Marines, etc. Et vers la fin de l'année, ils vont sortir une troisième boîte avec un scénario qui se joue d'un coup, mais qui forme la trilogie de ces 3 premiers scénarios et qui est Philippe Clown. Voilà. Ils n'ont pas encore sorti de campagne à proprement parler. Le 2, on a une map très Philippe Clownesque. Ouais. Ça, c'est du matériel qui est proposé justement pour aider l'immersion. Non, c'est la ferme de Flagey pour acheter vos poules. C'est pas très loin. Voilà. Ma TV Vigneux. Voilà. Donc ça, c'est tout le monde, toute la partie de la galaxie qui est connue. Ok. Voilà. Et on va retrouver des petites cartes aussi dans ces scénarios, comme ça on a notre petit personnage, on a nos équipements en cartes, un côté très FFG. accessible, etc. et qui est très plaisant. Et peut-être que dans ce jeu on a des petites missions secrètes aussi, je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas trop vous divulgacher les petits ressorts du scénario. Voilà. Donc ça c'est le côté one shot, mais avec le livre des règles, il y a tout un tas d'idées de scénarios, etc. pour créer vraiment une campagne. Oui, pour y passer l'année. L'année, la vie. Les 10 prochaines années. Bon, les 10 prochaines années si tu joues pas souvent. Mais ça brille. Ouais. C'est à l'envers et ça brille. Ouais. Ça brille un peu parce que j'ai mis une lumière qui brille un peu. Ouais. Je trouvais que c'était plus malin. Ouais, c'est malin. Voilà. Donc c'est vraiment une réussite ce jeu. Enfin, je le conseille. Le look fait bien Alien, le premier film, le look de l'équipage. Alors oui, les scénarios qui sont proposés sont bourrés de clichés et de références à Alien, mais il y a une certaine qualité d'écriture qui fait qu'on est même content de les voir, ces petits clichés, parce que c'est pas du tout la même histoire, mais on a pris un peu les mêmes ingrédients quand même. Voilà. On peut jouer des androïdes, enfin tout est... voilà, non mais vraiment je conseille ce jeu. Eh ben, ça fait très envie d'avoir plusieurs vies pour pouvoir faire tout ça. Moi ça me tente bien ça, Alien de manière générale. C'est un univers que j'aime bien. Eh bien réserve-toi 2 soirées et on fait le premier scénario. Bah oui, pourquoi pas, moi je suis partant. Après il faut que je vois avec Aline, parce qu'Aline elle a à peu près le même nom qu'Alien, avec des lettres dans l'autre sens. C'est vrai. Là vous me dites oui, bon, c'est aucun rapport, mais quand même, vous ne la connaissez pas. Elle réalise cette émission, on la remercie beaucoup parce qu'elle est derrière l'ordinateur et elle peut changer de vue, elle peut même enlever quelqu'un, je pense, de l'image. Je ne l'ai pas appris encore. Mais... Pendant ce temps, je vous propose deuxième scénario, le destructeur des monstres. Là, on va jouer des militaires. Ouais. Et là, ça va... Fini de rigoler. Et enfin, pour être très complet, il y a Marine Coloniaux qui est une sorte de sourcebook pour parler de tout ce qui est militaire dans ce jeu. Et on espère bien qu'il y en aura un pour parler de tout ce qui est colonisation, scientifique, etc. Voilà donc il n'y a pas de prédateur dans l'histoire, c'est bon, on est tranquille? Non, il n'y a pas de prédateur, mais il y a quelques monstres qui pourraient te surprendre. Ah bon? Le troisième monstre te surprendra sûrement. Alors, on a parlé de l'univers Alien, tu avais quelques actus sur d'autres... quelques actus. Je voulais rebondir un petit peu sur le côté kit de démarrage, parce qu'un kit de démarrage, je voulais faire un petit peu le distinguo entre kit de démarrage et jeu de rôle d'initiation. Oui, alors tu en as un autre de jeu de rôle d'initiation qui s'appelle Destart, qui est publié par Matago. Ouais, enfin qui était publié par Matago. Qui était publié par Matago. Qui est publié maintenant par une nouvelle boîte qui je pense, qui est dans l'univers Hachette. Oui. Qui s'appelle Open Sesame Game. Très joli nom. Voilà. Oui. Et ça appartient aussi, je crois. Ah non, rien à voir. Mais ça appartient. Je crois que c'est géré par Hicham, qui était chez Matago et qui était donc le patron de Matago à l'époque et qui a donc été à l'origine de Destart. Oui. Et donc c'est une des boîtes qu'il gère, si je me trompe pas. Voilà. Et Destart. Alors je me demandais si toi tu l'avais, mais enfin moi je l'ai pas. Non, je crois pas l'avoir. Je suis pas sûr, mais je crois pas l'avoir. Ok. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est sorti en 2017. Moi, je l'avais vu à Cannes en 2018 et qui était une proposition de jeu d'initiation. Avec plusieurs univers, non ? Avec
Plusieurs univers, exactement. Avec 10 univers. Donc, tu achètes le jeu, tu as 12 pages de règles et ensuite tu as 10 livrets avec 10 univers. Alors, des univers très très clichés. Oui. Il y a les 3 mousquetaires, il y a Harry Potter. Alors, bien sûr, ils n'ont pas la licence, donc ça s'appelle pas comme ça. Il y a Star Wars. Enfin, voilà. Oui. Truc très Star cliché. Wars. Ouais, sûrement. Harry Lauper. Et, et du coup, voilà, je profitais juste du fait qu'il soit ressorti pour en reparler parce que c'est quand même une des rares propositions qu'on a digne de pure initiation. Parce qu'un kit de démarrage, c'est pas de l'initiation, c'est pour goûter à l'univers, mais on a les vraies règles du jeu, etc. Et je recommande pas forcément de l'initiation avec Alien en jeu de rôle. Mais Desstart, voilà, c'est un produit qui est contenu. On va pouvoir, ça pourrait être la suite de Château Aventure. Je sais pas si vous avez joué à Château Aventure. Oui, on a joué à Château Aventure. Là c'est juste. Ouais, Château Aventure, on a un fil conducteur, mais après, il faut vite déconner autour du jeu pour que ça soit très sympa. Voilà. Souvent, les joueurs n'osent pas le faire, mais il ne faut pas hésiter à jouer avec ce que propose l'auteur. Donc, c'est vrai qu'on est déjà à la frontière du jeu de rôle. Voilà. Et alors, par contre, Desstart, on a franchi le cap. Et voilà, donc un système assez simple, j'ai un peu regardé. Voilà. Je conseille quand même que ce soit un adulte qui fasse découvrir au moins les premières parties pour que les ados ou les enfants puissent se familiariser avec les règles. Oui. Voilà. Oui, les adultes sont parfois utiles. C'est peut-être un peu la limite de Desstart. Et ils sortent en même temps que Desstart Expert. Qui est d'expert comme le nom d'une catégorie de l'Asdor. Oui, donc pas très expert. C'est pas très expert, mais ça va permettre d'introduire la notion de jeu en campagne. Donc là, il n'y a plus que 4 scénarios, mais c'est des scénarios plus longs avec des règles d'expérience pour que les personnages puissent un petit peu level up et qu'on puisse goûter un peu à ce plaisir aussi de. Et c'est une création française. Oui, c'est pas une loca. Non, c'est pas une loca. C'est des Français qu'on fait, donc c'est cool. D'accord. Et dans la deuxième petite nouveauté que je voulais citer, et je voulais parler du jeu de rôle sur les légendaires. Je sais pas si vous connaissez cette BD. Donc une bande dessinée qui est publiée chez Delcourt, qui a rencontré un très gros succès, je crois, au début des années 2000, si je ne me trompe pas, avec un auteur qui faisait tout seul, les illustrations et les scénarios. Qui ne payait pas de mine, forcément, parce que c'est très manga comme style de dessin. Mais ça a très très bien marché. Il s'est mis à l'abri financièrement je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, parce que c'est peut-être un peu passé de mode. Ouais, mais enfin, moi, ça se lit toujours. Ça se lit toujours. Ouais. Je pense que dans les collèges, ça doit être. Non, moi, c'est plutôt mon petit qui est en primaire, qui est fan. Parce que moi, mes gamins, CM2 et 5e, ces 2 dernières années, ils ont tout dévoré. D'accord. C'est Patrick Sobral, l'auteur, exactement. Voilà. Chercher le nom de l'auteur, je ne m'en souvenais plus. Voilà. Je l'ai croisé en festival quelques fois quand j'étais auteur de BD et que j'allais souvent dans les festivals. Voilà. Et Black Book, qui est l'éditeur phare du JDR en France, a décidé de faire une campagne participative il y a quelques mois de ça, je pense en juin, il y a quelques temps. Et le jeu vient de sortir ces derniers temps. Il est disponible. Donc là, c'est aussi un jeu de rôle d'initiation. Donc on veut prendre le joueur par la main. Et ils ont même encore, je pense, un peu plus travaillé ce côté initiation parce qu'ils proposent au départ une sorte d'aventure dont vous êtes le héros. Enfin, on va jouer tout seul pour découvrir. On va bien expliquer ce qu'est le maître de jeu, etc. Et là, on a vraiment, je pense, l'idée de faire un produit pour que des ados puissent se l'approprier et commencer à jouer ensemble. Donc, et le système de jeu, c'est une base Donjons et Dragons, enfin reprise par classique. Reprise par le nom m'échappe, mais une version allégée, chronique. Bifidus. Non, chronique oubliée, je ne sais plus, enfin bref, je suis un peu fatigué, mais voilà, une base Donjons et Dragons très simple, etc. Et ils ont vraiment mis le paquet sur ce jeu. Voilà. Alors, on a des questions dans le courrier des lecteurs, des questions dans le chat. Jube, on veut savoir si tu vas tout prendre de la nouvelle campagne Elder Scrolls de Chip Theory Games. La question, elle est complètement Non, elle a du sens. Alors, j'ai déjà pris le all-in gameplay et je pense que je vais prendre le gros playmat à 60 balles, mais pas le all-in complet où il y a des trucs qui me semblent un peu superflus. Oh, voilà. Scoop. Donc ça, c'est la campagne autour de l'univers d'Elder Scrolls. On n'est pas du tout dans le thème qu'on aborde ce soir. Ah non, puis des chips aussi, des chips. Des chips. Des chips parce la petite extension pour Victorum. Ah oui, il y a une extension
pour Victor Home, je prends pour Jérôme et pour moi. Oui. Voilà, c'est la nouvelle campagne de Chip Theory Games dont vous savez que JB est fan. Donc la question a été posée sur le chat. Alors, qui est pas loin de 3 millions de boules là en ce moment. Hein, donc, c'est cher, je prendrai pas tout à ce prix-là, mais bon. Mais je comprends que tu te lances là-dedans. Mais en fait, vu que c'est vu que c'est une adaptation d'un jeu vidéo, Elder Scrolls, forcément il y a des gens qui connaissent pas forcément Chip Theory Games qui sont arrivés, parce que chaque fois qu'il y a une adaptation de jeux vidéo, on avait vu sur Darkest Dungeon, etc., ça ramène énormément de gens. Il y a aussi Binding of Isaac, là, un jeu de cartes qui doit être livré dans pas très longtemps. Ça fait des scores très impressionnants. Et que tu l'as fait Non. Mais oui. Et voilà, et il y a encore une semaine, je crois, il y a pas mal de news pour montrer que c'est une espèce de V2 de Too Many Bones, mais pas complètement, avec un petit peu plus de complexité de création de perso, mais peut-être moins complexe par certains côtés des compétences, je sais pas. Ça doit être sur GameFound. Hein, c'est sur GameFound, ouais. Puis encore une semaine, après il y a moyen de se rameuter sur les pledge managers des copains, voilà. Alors, moi je la ferai pas a priori. Est-ce que vous en avez parlé avec Pénélope bien sûr. Oui. Et voilà. Et si vous fêtez vos 40 ans samedi prochain, il est possible que vous l'ayez en cadeau. Ceci concerne qu'une seule personne. Oui, d'accord. Qui se reconnaîtra, je pense. C'est très très précis. Voilà. Oui. Non, mais par contre, je suis étonné que personne me pose des questions sur le Kickstarter, sur des Devil Pig, sur Heroes of the Pacific. Alors, vous en avez parlé avec Pénélope, j'imagine. Pas trop, non. Peut-être qu'on est passé un peu à côté. Il est toujours en cours celui-là ? Oui, il est encore en cours quelques jours. On avait prévu d'y parler, Ouais, ce sera peut-être un peu tard. Voilà. Donc, si vous aimez la Deuxième Guerre mondiale, dans le Pacifique, foncez. Ouais. Voilà. Et c'est toujours Devil Pigs qui survit avec des KS. Oui, mais alors ils ont Eux, ils y arrivent, alors que beaucoup ont laissé tomber. Non, mais ils y arrivent parce qu'en fait, ils sont en partenariat avec un éditeur, je ne sais pas vraiment lequel, mais qui sait gérer toute la partie chiante du truc. Et eux créent des nouveaux produits et animent des campagnes Kickstarter. Donc ça, ils savent faire. Et t'as pris toi tout aussi Oui, mais c'est pas très très cher, c'est 85 $, euro, le all-in. Moi, j'ai pas de campagne en cours là tout de suite. Enfin, j'en ai pas fait depuis un certain temps. Il y a Santorini, la nouvelle édition de luxe qu'il faut reprendre. Peut-être, on verra. J'ai fait quelques trucs, mais là, ça fait un petit moment que j'en ai pas reprise. On verra si, en fonction des sujets, parce que vous savez qu'on aborde les Kickstarter dans notre émission du jeudi, qui est diffusée à la fois en direct sur Twitch, mais aussi après reprise sur YouTube. Et on apprend que certains Kickstarter sont boudés. Ah bon? Non, c'est juste qu'on n'a pas vu passer l'info, ça peut arriver à tout le monde. Après, Heroes of Normandie, j'ai joué un coup. C'est un peu de niche, mais... J'ai joué une fois, je trouve pas qu'elle soit très nécessaire d'avoir toutes les boîtes. Mais après, si tu veux voir toutes les boîtes, tu vas chez Jérôme. Oui. Mais je me demande si j'en ai pas eu, moi, des boîtes à un moment, que j'ai pas gardé, parce que bon, vu que c'est quand même pas... Ah bah si, on avait fait le truc avec les nazis et Cthulhu, c'était sympa, on a fait une campagne longtemps, Alors, on arrive à la fin de notre émission, nous, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, Jérôme, d'autres campagnes qui surgissent de nulle part. Il y a encore des questions, nous dit-on. Je regarde, vous conseillez Heroes of Pacific? Alors, clairement oui. Enfin, ça dépend... faut que j'en sache un peu plus sur vous, mais non, c'est un moteur de jeu qui est éprouvé, des graphiques splendides, et là on aura le goût du Pacifique, quoi. Donc avec les charges bonsaï des Japonais. Ce qui me manque chez eux, c'est qu'ils avaient fait une adaptation dans l'univers de Warhammer 40 000. Oui. Et on n'avait que les orques et les Space Marines. On n'a pas eu d'Eldar. C'était en prévision. Et finalement, on les a pas eu. Je pense que ça n'a pas suffisamment marché et la licence ne devait pas être donnée. Donc il y a eu des exigences de Games Workshop. De rentabilité qui était plus élevée, quoi. Parce que là, par exemple, leur modèle, ils vont faire un KS, ils vont lever 150 000 euros et ce sera bon. C'est ce qu'ils avaient fait pour Heroes of Black Ridge. C'est ça. Mais c'est largement pas suffisant, à mon avis, pour couvrir les frais de licence. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est un super moteur de jeu. Donc, on nous demande un avis sur Dead Cells. Alors, nous aurons les auteurs au chalet dans 2 semaines. Donc, on aura l'occasion de se faire un avis à ce moment-là. Pour l'instant, moi, j'en ai aucun. J'ai même toujours pas joué aux jeux vidéo. Il faut que j'y joue en préparation de cette émission-là. Et puis, on n'a pas parlé de Living Earth. C'est le jeu de Christophe Bollinger ou je me trompe? Je me souviens plus.
Il est en orbite ? Je ne sais pas. Il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé. De toute façon, forcément, on a survolé le thème de l'orbite. Il y avait plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Ça sera au programme, non pas d'une autre émission, puisqu'on aura un autre thème la fois prochaine. Oui. Donc on l'avait dit, c'est Yves Turner, les meilleurs jeux sur l'accordéon. Rendez-vous dans quelques semaines pour en parler. On a plein d'idées, mais on voudrait les faire coller avec une sortie. Oui. Voilà. Donc s'il y a Falling Sky qui sort enfin chez Asynchron, vous aurez droit à double couche de coin avec du beurre entre chaque, et pas du beurre demi-sel, quoi, du vrai beurre salé. S'il y a Vampire Chapters qui arrive, on vous parlera de vampires. Voilà. On va attendre sur les vampires, ça peut être sympa. Voilà. Et si vous avez des idées dans le chat ou dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à le dire, on s'en inspirera. Et allez liker la blague sur Robert Plant dans la vidéo d'hier, parce que vraiment... Parce que Aline est toute triste. Oui. Et elle est excellente, sa blague, en fait. C'est le moment de conclure cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis, soit en direct sur Twitch, soit en différé sur YouTube. J'espère qu'on vous a fait rêver un peu avec nos vieilles boîtes poussiéreuses. Moi, j'ai failli éternuer plusieurs fois quand on a ouvert des boîtes et qu'on a sorti des odeurs d'outre-tombe. Je ne sais pas ce que vous avez fait en jouant. On découvrira d'autres boîtes dans de futures émissions. On vous dit à tous, à très bientôt.